Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'émission, chers auditeurs et auditrices, bien sûr. Vous êtes à l'écoute de Méridien Zéro, l'émission Belle et Rebelle du MAS, diffusée sur Radio Bandiera Nera le vendredi soir et disponible en podcast à partir du samedi. Sauf comme il y a quelques semaines où Radio Bandiera Nera avait des soucis de serveur. Et donc c'est vrai que vous avez été un certain nombre à nous signaler le fait que l'émission ne démarrait pas. Donc généralement nous essayons de régler le problème très rapidement, à la fois en mettant le podcast directement, ou alors en essayant de relancer l'émission à partir du serveur de Radio Bandiera Nera. Donc dans tous les cas, ne vous impatientez pas. Généralement nous essayons de régler les choses derrière. Alors ce soir nous recevons Laurent Ozon. Bonjour. Donc nous recevons Laurent pour essayer de rebondir sur un texte paru il y a quelque temps, enfin assez récemment, dont nous avons eu l'occasion de parler lorsque nous avions consacré une émission spéciale aux élections municipales. Nous en avions parlé à la fin de l'émission. C'était le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et nous avions souligné à l'époque tout l'intérêt de ce rapport au niveau des sondages et au niveau des statistiques produites par la Commission nationale consultative, qui évidemment, elle, s'en désolait et regrettait profondément l'évolution observée dans ce rapport depuis maintenant 2 ou 3 ans. Alors on peut rappeler un certain nombre d'éléments pour les auditeurs qui seraient passés à côté de ce rapport. En gros, la Commission nationale consultative des droits de l'homme publie chaque année un rapport basé sur des sondages, donc sur tout un panel de sondés, avec en particulier une focalisation sur le racisme. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Les questions en fait posées en rapport avec cette thématique sont assez larges, puisque généralement cela concerne la place des immigrés en France et le sentiment que les sondés peuvent ressentir par rapport à cette immigration, sous la forme à la fois d'affirmation et également de classement au niveau des sondés. Et ce qui ressort dans le dernier rapport, celui publié cette année, que vous pouvez trouver tout à fait sur Internet, puisqu'il est disponible sur le site de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est la montée en flèche. Et on peut qualifier en flèche, on peut utiliser l'expression en flèche, puisqu'on a des sondages, enfin des résultats au niveau du sondage qui varient de 6 à 10, voire 15 points en 2 ou 3 ans. Et donc c'est évidemment de bien belles progressions. Donc une évolution au niveau des pourcentages de sondés ayant un point de vue qu'on peut qualifier de négatif, ou en tout cas de forcément très circonspect sur la place de l'immigration en France. Par exemple, et j'avais l'occasion déjà de l'exposer dans l'émission sur les municipales, par exemple le fait que l'immigration constitue en fait la 3e inquiétude derrière la sécurité et le chômage pour l'immense majorité des sondés. Ensuite, d'autres statistiques, comme par exemple le fait que les 3/4 des sondés trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Ou encore également le fait que pour là aussi une proportion quasiment des 3/4, les sondés considèrent que le fait qu'un immigré travaille en France ne lui donne pas le droit de se sentir chez lui, ou en tout cas de considérer qu'il a des droits civiques et des droits politiques à l'instar des citoyens de ce pays. Bref, toute une série de statistiques qui montrent qu'il y a une évolution, que l'opinion bouge, et c'est évidemment ça qui nous a intéressés. Et nous avons voulu en reparler avec Laurent. Alors, d'abord, première question, Laurent, qu'est-ce que vous, donc je suppose que vous avez vu passer ces statistiques, qu'est-ce qu'elles vous amènent comme réflexion ? Il y a évidemment plusieurs éléments dans ce que vous nous donnez. On va essayer de les reprendre dans l'ordre, peut-être. Le premier, c'est celui qui fait ressortir que 75% des Français, en tout cas des personnes interrogées par les sondeurs, pensent qu'il y a plutôt trop d'immigrés en France. Si on traduit cette question et qu'on la reformule un petit peu, quand on dit qu'il y a trop de quelque chose, c'est qu'il faudrait qu'il y en ait moins. C'est assez logique. Et donc, si pour 75%, 3/4 donc des sondés, il y a trop d'immigrés en France, ça veut dire que pour 3/4 des sondés, il faudrait qu'il y ait moins d'immigrés en France. Et évidemment, il y a 2 façons d'arriver à ce qu'il y ait moins de quelque chose dans quelque domaine que ce soit. C'est que les choses se vaporisent, disparaissent tout d'un coup, comme si elles n'avaient jamais existé. Et la deuxième possibilité, c'est que ces personnes, ou ce qui est arrivé, repartent.
Et évidemment, vous pensez bien que les Français ne sont pas totalement idiots, enfin, pour une grosse partie d'entre eux. Et donc, dire que dans 75% des cas, les Français sont favorables à ce qu'il y ait moins d'immigrés, ça veut dire exactement que pour l'immense majorité d'entre eux, c'est-à-dire dans 75% des cas aussi, ils sont favorables à ce qu'ils repartent, c'est-à-dire ils sont favorables à ce qu'on peut appeler la remigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires. C'est une donnée évidemment fondamentale, parce que évidemment elle n'a pas été formulée comme ça par les sondeurs, on va pas quand même, ils ont déjà fait fort, on va pas trop leur en demander non plus, mais une chose est sûre, c'est que ce chiffre-là en lui-même est un chiffre extrêmement important à l'heure précisément où même les partis politiques qui avaient à une époque, je dirais, non pas exploité, mais enfin participé à la prise de conscience d'une partie de la population sur les questions liées à l'immigration, je pense au Front National, même à l'heure donc où ces partis, les partis dits souverainistes, je dirais, ne font pas machine arrière, mais en fait mettent beaucoup d'eau dans leur vin sur ces questions migratoires, dont on n'entend plus beaucoup parler objectivement, eh bien, à ce moment-là, c'est à ce moment-là précis, et peut-être qu'il y a un rapport de cause à effet à établir entre les deux, qui sait. C'est à ce moment-là qu'effectivement la population, en tout cas la grosse masse de la population, semble de basculer de façon de plus en plus évidente vers la thématique, vers je dirais l'idée qu'il est nécessaire de remigrer, c'est-à-dire d'inverser des flux qui sont aujourd'hui perçus essentiellement comme des flux en trop. Alors, en effet, on peut rappeler que finalement le contrat et notre lieutenant Sturm à cette émission-là le rappelait. C'est vrai que le contrat, finalement, qu'il y ait un petit peu les électeurs du Front National et les Français sympathisants du Front National depuis maintenant 20 ou 30 ans, était ce vieux slogan que nous avons connu pour les plus anciens d'entre nous, qui était « Quand nous arriverons, ils repartiront », avec un autocollant où on voyait un magnifique Boeing ou Airbus décoller dans le soleil couchant ou levant. Et c'est vrai que de façon historique, il y avait un lien et cette image-là était associée au Front National. Par ailleurs, les élections ont eu lieu. C'est vrai qu'on a entendu toute une série de questions posées aux électeurs qui montraient que, en même temps, ce contrat qui était simple ne l'est plus. On verra pourquoi, bien sûr. La société française a évolué. Et donc, en effet, il est inimaginable que la remigration, en quelque sorte, se passe en effet sous la forme d'un claquement de doigts, comme vous avez pu l'indiquer il y a 2 secondes. Alors, donc c'est globalement une inversion des flux. À quoi renvoie en fait cette idée de remigration, au-delà de l'inversion des flux? Peut-être, avant de vous répondre, je voulais terminer de commenter aussi les chiffres que vous nous avez donnés. Vous nous avez dit que la question de l'immigration intervenait comme le 3e facteur de stress, en quelque sorte, chez les sondés. Si j'ai bien compris, hein. Donc il y avait en premier, vous nous avez dit la question du chômage, la question de l'économie et du chômage, en second, ou non plutôt en premier la question de la sécurité, en deuxième la question de l'économie et du chômage, et en troisième celle de l'immigration. Ce qui est en train de se passer, c'est que pour la majorité des Français, les gens sont en train de boucler la boucle, c'est-à-dire en train de relayer ces 3 phénomènes les uns avec les autres, et de s'apercevoir, si on devait dire qu'il y en a peut-être, je ne sais pas où arriver la perte de culture, ou le sentiment de perte de culture, ou de perte de contrôle, ou de perte de pouvoir, c'est-à-dire le sentiment d'être dépossédé en quelque sorte de sa propre culture, de sa propre vie, de ses propres possibilités de décision. Mais si ce paramètre-là avait été lui aussi repris en main, ou en tout cas proposé aux sondés, on l'aurait peut-être vu aussi intervenir chez une partie de la population. Ce qui est certain, c'est que ces 3 paramètres sont étroitement liés, et ceux qui veulent nous éviter en fait d'analyser, évidemment, de prendre la mesure de ce qu'est l'immigration et de ce à quoi elle participe, veulent nous empêcher de connecter ces 3 domaines. Or on sait, nous le savons, et ça c'est une grosse avancée aussi, avancée qui est due à la parole forte d'un certain nombre d'intellectuels, de personnalités, etc., mais aussi à un travail de prise de conscience de la population. La plupart des gens font des liens non pas mécaniques, non pas des rapports de cause à effet systématiques et stupides un immigré c'est forcément un délinquant qui est forcément un type qui va me prendre mon travail, mais sur le fait que le nombre, dans un espace fini, le nombre d'emplois disponibles est limité.
sauf à ce qu'on m'explique que ça peut être l'inverse. Moi aussi j'ai lu Schumpeter, mais bon voilà, dans un espace fini le nombre d'emplois est limité, petit 1, et statistiquement, et là encore on n'a pas besoin de faire du fantasme, on est dans les réalités, statistiquement, il suffit de visiter des prisons ou d'obtenir des statistiques ou d'aller dans les tribunaux de votre ville la plus proche pour regarder le mur, l'énoncé des condamnations qui sont publiés régulièrement, de pointer simplement les prénoms des personnes et des noms de famille des personnes qui sont condamnées. La question de l'insécurité, ou en tout cas des pathologies sociales qui aboutissent à l'insécurité, est elle aussi fortement corrélée positivement non pas au sens moral, positivement moral, mais positivement aussi au sens où il y a un rapport de cause à effet, une corrélation positive entre l'insécurité et l'immigration, qui n'est pas non plus, on ne peut pas transformer ça en un immigré est un délinquant, mais on sait que ce sont des populations qui, parce qu'elles ont un taux de chômage très nettement supérieur à la moyenne, parce qu'elles ont une insertion sociale qui est beaucoup plus problématique, parce qu'elles sont elles-mêmes empilées dans des espaces qui sont des espaces désocialisés, à l'urbanisme problématique, etc. Bref, pour tout un paquet de raisons, y compris d'ailleurs une culture de la revanche, de la violence entretenue par les médias d'ailleurs à dessein, notamment autour de la culture du rap, etc. Bref, si on analyse tous ces phénomènes-là, on comprend bien qu'il y a aussi des rapports très évidents, très nets pour tout le monde aujourd'hui entre immigration et insécurité. Et je ne parle pas de la vie quotidienne et de la probabilité pour que une personne de votre entourage proche ait été confrontée dans ces dernières semaines à problèmes de relations, parfois d'agressivité manifeste dans des rapports avec des personnes d'origine manifestement extra-européenne. Donc, il y a bien, dans ces 3 grands facteurs de stress qui sont mis en avant, la question des ressources, au travers du chômage, de quoi est-ce que je vais vivre, de quoi vivront mes enfants, etc. La question de la sécurité, qui est une question qui touche aux fondamentaux, je dirais, certains parlent du premier des devoirs, du premier des droits de l'homme, c'est celui de pouvoir vivre en sécurité, sinon aucun des autres ne tient, en quelque sorte. Et ce dernier, qui est l'immigration, ces 3 facteurs de stress sont en fait non seulement corrélés positivement, mais liés de façon extrêmement étroite. La population le sent, c'est en train de monter, et c'est donc précisément, effectivement, vous évoquiez la question notamment du Front National, mais c'est au moment précisément où, je dirais, la situation semble se détendre sur cette question-là, et sur le plan politique, je le formule volontairement comme ça, que les Français se sentent de plus en plus autorisés, pour tout un tas de raisons, à penser librement sur ces questions-là, à s'exprimer de plus en plus librement sur cette question-là. Et là, par rapport à ça, il y a 2 analyses possibles, et là je reviens sur votre question, excusez-moi, j'ai pris un peu de champ. Il n'y a aucun problème, non. Je reviens donc sur votre question, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose à dire sur le rapport entre cette augmentation très rapide de la prise de conscience des Français des pathologies liées à l'immigration et de la nécessité donc d'une remigration, c'est-à-dire d'une inversion des flux migratoires, et le fait que le parti qui s'est le plus exposé, qui a incarné même politiquement, je dirais, un discours sur l'immigration dans notre histoire récente, et lui-même, je dirais, fait non pas machine arrière, mais enfin, il a mis considérablement la sourdine sur ces questions-là depuis plusieurs années. Alors, on pourrait dire, si on était un peu vif, c'est peut-être d'ailleurs pas totalement absurde, c'est de dire, mais c'est pas possible, c'est pas réaliste, ils se rendent pas compte, ils cèdent sur ces points-là pour s'intéresser à autre chose, etc., etc., etc. D'autres ont un point de vue un peu plus pragmatique, qui se veut en tout cas beaucoup plus pragmatique, qui consistera à dire, mais vous savez, entre personnes intelligentes, on sait bien que le marketing politique fait qu'on n'a pas besoin de parler d'immigration, parce que de toute façon, les gens qui sont contre l'immigration n'ont pas d'autre parti pour lequel voter que le Front National, et donc ça sert à rien d'en parler, tout simplement. Je dirais, si en termes, les marketeux de la politique, en quelque sorte, le formuleraient comme ça, la clientèle est captive, et donc inutile en quelque sorte de s'exposer sur des terrains où de toute façon tout ce qui a été dit, et où fondamentalement la position du mouvement est claire, celle du Front National est claire, elle le serait en tout cas, dixit les marketeurs en question, et où finalement il n'y aurait que des coups à prendre sans avancée significative sur le plan électoral. Oui, surtout dans une stratégie qui a été moult fois évoquée, qui est donc la stratégie de la dédiabolisation, entre guillemets, qui serait donc celle menée par Marine Le Pen depuis maintenant, en gros, 5-6 ans. Oui, ceci dit, je ne suis pas certain qu'on puisse réduire
stratégie dite de dédiabolisation, qui n'est pas le mot un mot de Marine Le Pen, à cette question de l'immigration. Ceci dit, si on met en perspective cette question-là, en tout cas, il y a ces deux facteurs de réponse, ces deux paquets de réponses-là à apporter, qui sont les réponses qu'apportent un certain nombre de personnes. On pourrait, parce que j'aime bien les points de vue kaléidoscopiques, moi vous savez, j'aime bien tourner autour d'un problème pour essayer de le comprendre, on pourrait peut-être aussi penser, c'est pas totalement absurde de l'imaginer, qu'il y aura un rapport entre le fait qu'on puisse penser librement ou s'exprimer plus librement sur ce terrain-là aujourd'hui, maintenant qu'il est de moins en moins un enjeu passionnel et de plus en plus, enfin un enjeu passionnel au sens de sociologique, au niveau de la société, politique aussi, moins idéologique, et qu'il devient de plus en plus un enjeu concret, tripal, si je puis dire, qui mobilise les trois grands facteurs de stress de l'espèce humaine depuis la nuit des temps, pour tous les mammifères sociaux, le territoire, les ressources et la reproduction. Et lorsque ces trois facteurs de stress, territoire, ressources et reproduction, sont activés, en quelque sorte, commencent à s'activer, où les gens prennent conscience, alors de toute façon une chaîne de conduction de stress est en train de se mettre en place dans la population. Cette chaîne de conduction de stress aboutit à une prise de conscience. Est-ce que le fait que le Front National en parle plus ou moins changerait quelque chose à ça ? Je ne crois pas. Je crois que simplement les temps sont mûrs. Je ne porte pas de jugement non plus sur la stratégie du Front National consistant à occulter cette question-là, ou en tout cas la mettre un peu sous le tapis pour l'instant. C'est, je dirais, quelque part, voilà, c'est un autre débat, peut-être une autre émission, mais en tout cas pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la question de savoir si il y a un rapport entre les deux peut être éventuellement posée. Mais finalement, ce qui nous intéresse, en tout cas pour ceux qui considèrent que l'immigration est une catastrophe à tout point de vue, c'est effectivement probablement de se réjouir de cette prise de conscience. Maintenant, est-ce que cette prise de conscience rend simultanément ou accélère la capacité de pouvoir traiter ce problème, ou au contraire accélère, peut-être précipite d'autres phases historiques qui aboutiront peut-être demain à ce que cette politique, on va peut-être pouvoir aborder la question de savoir pourquoi elle a été menée, etc., et dans quel but et afin d'obtenir quel résultat, que cette politique produise enfin les effets escomptés qu'elle n'a pas encore totalement produit, c'est-à-dire la sortie définitive de l'Europe occidentale de l'histoire. D'accord. Alors, en effet, oui, on peut refaire un historique sur le phénomène d'immigration. Puisque globalement, on le sait bien, c'est un phénomène pour la France qui est ancien. On nous le rabâche suffisamment, et c'est vrai qu'historiquement, c'est juste. En effet, la France, depuis la fin du XIXe siècle, est un pays d'immigration. La France a peu de communautés françaises hors du territoire national, historiquement, sur les 2 siècles écoulés. Il y a évidemment le cas de l'Algérie, et là, ça et là, des points de fixation humains, mais c'est vrai que nous sommes un pays, en effet, d'immigration. Ce qui est souvent masqué, évidemment, par les médias aussi, c'est le fait que ces migrations sont très différentes les unes des autres, évidemment, historiquement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même cette vague migratoire qui se met en place à partir des années 50-60 et qui correspond globalement aux 30 Glorieuses. Oui, effectivement, vous avez raison de dire que le phénomène immigration depuis en France est un phénomène ancien déjà. Moi personnellement, c'est redondant, donc personnellement, je ne considère pas un Allemand qui vient travailler de l'autre côté de la frontière dans une usine en France comme un immigré, pas plus que je considère qu'un Français qui va travailler en Suisse est un immigré. Alors ils se le sont du point de vue du droit, or il se trouve que je ne fais pas partie d'une organisation étatique territoriale, donc du point de vue du droit je n'ai pas jugé en droit de leur statut et mettre en quelque sorte de catégoriser les choses ainsi, mais je considère tout simplement d'un point de vue culturel, d'un point de vue ethnique, d'un point de vue sensible, etc., que un Polonais qui vient travailler dans une usine en France était certes au début du XXe siècle un immigré d'un certain point de vue, mais il était un Européen en Europe, qui restait un Européen en Europe. Et donc, de mon point de vue, comparer, mettre sur le même plan, ce qui est évidemment le rôle habituel dans le
travail d'abrutissement général qui nous empêche de penser le réel des médias, des troubles d'occupation mentale, et bien dans ce travail-là, le but pour eux, c'est de montrer que finalement tout cela c'est la même chose. On pourrait, mais si on poussait le raisonnement à l'absurde, faisons-le, on pourrait considérer que les Auvergnats qui venaient s'installer en métropole au 19e, dans le courant du 19e, donc encore avant ces Italiens qui venaient travailler en Provence, que ces Auvergnats qui montaient sur Paris étaient déjà des immigrés d'une certaine façon, que ces Bretons qui étaient transférés à Paris et dont le travail de nourrice était très recherché à une époque étaient aussi des immigrés, et on pourrait remonter à Sparte quand les Grecs recherchaient si on raisonne de ce point de vue-là, c'est-à-dire en faisant ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde, on peut présenter tout mouvement de population, tout transfert de population d'un endroit à un autre comme l'histoire d'une immigration qui, en définitive, serait la règle, le lot de notre histoire, de notre destin par conséquence, et donc de notre futur, et donc il faudrait regarder tout ça comme finalement la continuité normale finalement d'une histoire qui a déjà eu lieu et qui serait simplement amenée à se répéter dans des formes légèrement remaniées et différentes. Vous voyez bien que lorsque j'explique les choses comme ça, on n'y comprend plus rien du tout. Parce que, évidemment, nous le savons, et d'ailleurs toutes les statistiques, y compris les statistiques génétiques extrêmement de plus en plus fouillées et qui posent beaucoup de problèmes à nos grandes consciences universelles, en particulier tous les laboratoires qui donnent maintenant aux gens la possibilité de pouvoir effectuer un séquençage de génome et de pouvoir faire une analyse génétique avec donc une carte de localisation à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 ans de leur haplogroupe et de leurs origines, permettent de montrer que tout ce baratin effroyable autour de nous sommes tous des êtres humains et finalement l'immigration ça a toujours existé, montre qu'il y a certes des mouvements de population à l'intérieur de l'Europe, mais que ces mouvements de population, ce sont des mouvements de population entre peuples frères, entre populations apparentées, entre cousins, à l'intérieur d'une même famille, et que s'il y a eu, je dirais sur le pourtour de notre culture, des contacts avec d'autres aires de population, de civilisation, avec les croisements génétiques qui en ont inévitablement résulté, notre population est une immense stabilité au travers des âges, des millénaires, des siècles et des millénaires. Et évidemment, le rappeler, c'est rappeler donc que cette immigration soi-disant dont vous nous parlez aujourd'hui, celle qui nous est venue du Portugal, celle qui nous est venue en partie d'Allemagne à une époque, ou celle qui nous est venue aussi de Pologne ou d'ailleurs, était une immigration certes parce que les natures de population ne sont pas strictement les mêmes. Il y a des tas de peuples en Europe qui ont des particularités aussi, des formes, des sensibilités un peu différentes, etc. Mais que tout cela se faisait en famille, si je puis dire, c'est-à-dire des mouvements de population dans une même ère de civilisation, dans un espace de sensibilité, d'expression de culture et de religion qui était commun. Et donc évidemment, réexpliquer les choses ainsi, c'est aussi rappeler que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui est évidemment de nature totalement différente, mais pas simplement en nature, en quantité aussi, de nature totalement différente. C'est-à-dire que non seulement ces populations ne sont plus les mêmes, ce ne sont plus des populations auxquelles nous sommes apparentés ou alors, je dirais, sur nos marges, et simultanément, ce sont des populations qui se déversent en quantité absolument phénoménale sur notre territoire, sans, et c'est peut-être un sujet d'interrogation, sans qu'à aucun moment notre oligarchie politique ne juge nécessaire d'y mettre un terme, alors que l'on sait que c'est évidemment un paramètre qui pèse à la baisse sur la qualité de vie, l'écologie, l'économie, sur tout un certain nombre de paramètres, l'équilibre des comptes sociaux, sur tout un tas d'éléments. Et c'est tellement évident pour tout le monde aujourd'hui que personne ne comprend plus, et on comprend de moins en moins que les personnes qui sont en charge de prendre des décisions ne les prennent pas. Pour revenir à cette question du contour, je ne suis pas en train de vous dire que nous appartenons à des populations essentielles, je dirais, dont la pureté en quelque sorte originelle définirait une sorte d'entité essentialisée, idéale, etc., etc. C'est pas du tout ma vision du peuple. Je pense que nos populations se transforment, se modifient, il y a des tas de processus de transformation d'une population qui est en fait une substance vivante qui, comme toutes les substances vivantes, s'adapte, se transforme, etc. Mais nier le propre des Européens et le propre de l'Europe et le propre des Européens de France, et non pas des Français,
des Européens de France et non pas des Français, c'est absurde. C'est un peu comme si vous m'expliquiez que finalement le fleuve n'existe pas, parce qu'il y a sur les bords du fleuve et avant les berges, une zone qui n'est pas encore totalement la berge, puisqu'elle est composée de boue et d'eau relativement stagnante, où le courant ne passe plus vraiment. Vous savez que le courant est un peu plus limité sur les parties gadouilleuses, là où il y a les joncs, etc. Et c'est comme si vous me disiez le fleuve n'existe pas, parce que regardez, on est encore dans le fleuve, mais là, par exemple, il n'y a plus de courant, l'eau n'est pas de la même couleur. Ça montre bien que ce fleuve idéal dont vous rêvez, ce truc, je dirais ce fantasme d'un fleuve avec un courant vif et une eau verte, est une absurdité. Regardez, la preuve, c'est cette berge, c'est de l'eau un peu tourbée, qui se déplace très lentement, avec beaucoup de joncs, etc. C'est pas du tout ce que vous nous racontez, tout ça est un immense fantasme, le fleuve n'existe pas. D'ailleurs, rien ne distingue fondamentalement la berge du fleuve, de ce point de vue-là, puisque l'eau est relativement stagnante, et donc finalement, tout cela est une vue de l'esprit. Évidemment, le boulot que je fais là, ça concerne en gros la stratégie des déconstructionnistes depuis 40 ans, c'est-à-dire celle qui consiste en fait à nier, à déconstruire tous les présupposés, toutes les subjectivités et même les plus évidentes réalités pour nous imposer une sorte de pile-poule idéologique sur lequel on ne pourrait plus rien asseoir, plus rien construire, plus rien penser. Parce qu'une fois que notre vision de nous-mêmes, la perception que nous avons de nous-mêmes aura disparu, aura été noyée en quelque sorte dans ce non-sens, dans ce fatras relativiste, alors nous ne pourrons plus fonder en substance, en principe et en sensibilité une quelconque affirmation de nous-mêmes. Et donc, cette métaphore que j'utilisais avec cette histoire de fleuve, c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire qu'effectivement, on peut dire que les Européens ont de tout temps été en contact avec d'autres populations, qu'il y a toujours eu des échanges génétiques avec des populations sur notre pourtour, et même des échanges culturels et des échanges de vocabulaire. Et nous sommes des populations ouvertes au monde, et nous avons absorbé aussi le monde parce que nous l'avons découvert en même temps. Nous avons envoyé nous sommes des populations curieuses, ouvertes et pragmatiques. Et donc bien sûr qu'il y a eu des contacts, et ces contacts sont souvent heureux, et ce sont souvent des rencontres, des accidents parfois qui sont des accidents qui font partie de notre histoire. Mais est-ce qu'on peut remettre pour autant, et à cause, je dirais, de ces berges là, est-ce qu'on peut remettre en question l'existence du fleuve, c'est-à-dire l'existence deux populations européennes ayant un spécifique sensible, des spécifiques sensibles, ou non? On n'en est pas encore là, et si je suis parti sur cette explication, c'est pour vous dire que sur la question que vous me posez, qui était « mais est-ce que finalement tout ça n'est pas la continuation d'autre chose ?» La réponse est non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qui se passe est de nature radicalement différente sur deux facteurs. Un, la nature des théories qui proviennent majoritairement d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, et de plus en plus maintenant d'Asie et d'ailleurs, et simultanément leur quantité. Je rappelle qui sont restés un mythe dans l'histoire de l'Europe, un mythe triste, quelque chose qui a fait réfléchir des centaines de penseurs et d'historiens à travers notre histoire, cet effondrement de l'Empire romain. On reparlera d'effondrement peut-être bientôt ensemble, mais que cet effondrement de l'Empire romain et ces grandes invasions ont mobilisé, d'après toutes les sources disponibles aujourd'hui, probablement moins de 300 000 personnes. C'est à peu près ce qui se déverse sur notre territoire tous les ans, et non pas d'origine venant des forêts de Germanie, mais venant de zones avec lesquelles nous n'avons eu quasiment aucun contact génétique et culturel dans notre histoire, sauf les petites parenthèses colonialistes du 19e siècle et du début du 20e, parenthèses que je suis heureux que nous ayons pu refermer rapidement. D'ailleurs, il faut rappeler que historiquement, ces grandes migrations dont vous parlez, Laurent, sont considérées de tout temps comme des catastrophes. Quelle que soit d'ailleurs à une époque, quelle que soit l'origine ethnique de ces groupes, globalement l'immigration est associée, enfin l'immigration en tout cas la migration est associée à une catastrophe et à en gros jusqu'au 19e siècle un corollaire qui est foncièrement négatif, une image qui est foncièrement négative. Oui, parce que c'est aussi celle qui correspond peut-être surtout, d'ailleurs, c'est à mon avis l'explication principale, avec ce qu'on appelle l'effondrement de l'Empire romain, même si on sait aujourd'hui que l'effondrement de l'Empire romain n'est pas dû aux invasions en question,
qui n'en a été que l'aboutissement, si je puis dire, et non pas la cause, pas plus qu'il n'est dû d'ailleurs à d'autres paramètres un peu superficiels par lesquels on a cherché à l'expliquer, mais c'est surtout en fait ce qui reste de cela, c'est qu'effectivement le rapport entre cela et la disparition d'un des grands modèles d'organisation politique de notre histoire, de l'histoire européenne, qui a été l'Empire romain. Alors, ce qui est foncièrement différent aussi entre donc ces premiers courants humains, hein, quand je dis premiers, je pense au début du XXe siècle, fin 19e, première moitié du XXe siècle, entre ces courants humains et ceux qui s'implantent sur notre territoire depuis les années 60, les années 50-60, c'est évidemment la position des oligarchies politiques et économiques par rapport à ces migrations, qui sont foncièrement différentes entre l'avant-guerre et l'après-guerre. C'est vrai, on peut dire ça, et on peut dire qu'effectivement, il y a eu des différences de nature, des changements assez clairs de position. Est-ce qu'on pourrait parler d'un basculement réel entre l'avant-guerre et l'après-guerre ? Peut-être, il n'est pas impossible, et d'ailleurs c'est une évidence, c'est idiot de ma part de dire que ça n'est pas impossible, c'est une évidence. Je dirais les polarisations idéologiques de la Deuxième Guerre mondiale ont transpiré dans notre histoire de façon parfois un peu artificielle. Certains ont voulu les faire transpirer longtemps et cherchent encore à les faire transpirer aujourd'hui. On nous parle encore d'Adolf Hitler quasiment toutes les semaines, voire tous les jours à la télévision. Les polarisations idéologiques de la Deuxième Guerre mondiale ont transpiré dans notre histoire et ont parfois servi d'armes, je dirais, de sidération mentale pour créer des rapports de force qui empêchaient de fait les Européens de se saisir de ces problématiques-là de façon saine, c'est-à-dire de façon construite, rationnelle, positive, tels que les Européens le sont souvent dans leur histoire, c'est-à-dire de façon pragmatique et constructive. Et de fait, effectivement, vous avez peut-être raison de pointer la Deuxième Guerre mondiale, peut-être que la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas, je dirais la transpiration, dépolarisation idéologique induite par la Deuxième Guerre mondiale, ont créé effectivement quelque chose comme une grippe, en quelque sorte, une sorte de virus. Louis Powell parlait de sida mental, c'est peut-être un peu exagéré en tout cas, mais en tout cas, on crée une sorte de problème d'immunité sur le plan culturel qui nous a empêchés de répondre de façon adéquate à ces problèmes-là. Et compte tenu de la façon, alors ça c'est l'explication la plus, on va dire la moins complotiste, compte tenu de la façon dont nous avons sélectionné nos élites depuis la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire un processus de sélection dont on pourrait parler mais qui est problématique par bien des aspects, eh bien cette sélection d'élites, produite par un mélange de lois du marché, de réseaux d'influence, de pression médiatique, De cooptation sociale et en même temps d'électoralisme de bas niveau, a produit aussi un type d'élite particulier, une sélection des élites particulières qui a un tri humain avec quelques exceptions notables dans notre histoire. On pense toujours bien sûr évidemment à Charles de Gaulle qui avait un profil un petit peu atypique de ce point de vue-là, on va dire voilà, certes un peu original, même si il ne s'agit pas de dire qu'il a échappé totalement à cette règle-là, en tout cas pas les gens qui étaient autour de lui, ça c'est certain. Il y a bien des écarts, c'est un homme d'avant la guerre. Et à bien d'égards, effectivement, c'est un homme d'avant la guerre. Bref, ce contexte de sélection des élites a aussi créé, probablement, effectivement, de façon accélérée après la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense que tout était déjà là avant, en quelque sorte, a empêché, en quelque sorte, cette élite de traiter cette grippe, cette perte d'immunité qui nous empêchait de traiter rationnellement ces questions-là de façon démocratique. En ce sens, une question qui peut être posée, c'est est-il possible, c'est une question de fond, et une question grave d'ailleurs, on pourrait y revenir en fin d'émission si vous voulez, mais est-il réellement possible de traiter ces questions-là dans le cadre de la démocratie parlementaire, avec les règles électorales et les règles qui sont celles induites de sélection du personnel politique, induites par le système électoral en Europe de l'Ouest? Ça, c'est une vraie question. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons eu l'occasion de le faire, de corréler ce rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme avec ce sondage non publié
de décembre ou janvier, qui montrait là aussi une évolution des opinions en ce qui concerne justement la démocratie libérale, représentative, et du coup l'éventuel recours à d'autres formes de régime et d'autres formes d'autorité politique. Et c'est vrai que dans les deux cas, les évolutions, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement. Ça, c'est indéniable. Moi, je comprends très bien que vous le fassiez. Il faut se méfier évidemment des raccourcis que certains feront, c'est-à-dire les gens ne veulent plus de la démocratie, patin couffin. Si on pense vraiment que le système dans lequel on vit aujourd'hui est une démocratie au sens réel du terme, alors évidemment, on peut considérer que la démocratie est un peu problématique. Je n'en suis pas certain. Je ne crois pas vraiment à l'objectivité rationnelle du choix de l'électeur au niveau individuel, et encore moins lorsqu'il agit en groupe et après avoir regardé le journal de 20 heures, ou après avoir été au cinéma. Donc, malheureusement, nos populations ont été très largement cheptélisées, et cette cheptélisation culturelle, en quelque sorte, a abouti de fait chez nous aussi à une perte de conscience des enjeux, je dirais des enjeux de l'histoire, et à atténuer aussi les réflexes qui sont les réflexes naturels de tous les mammifères sociaux dont je vous parlais tout à l'heure, l'inquiétude pour les territoires, les ressources et la reproduction. C'est peut-être cela, aujourd'hui, qui à nouveau frappe à nos portes, la conscience du destin. Ouais. Alors, au-delà de ce rôle des élites, très souvent il y a un certain nombre d'explications, on en parlait ensemble hors micro, il y a toujours un certain nombre d'explications sur ces vagues migratoires massives depuis les années 60 qui sont malgré tout à écarter. Je pense en particulier à ce grand complot du métissage. Je pense quand même qu'on peut avoir un point de vue très critique sur ce genre d'explications sur les origines des vagues migratoires liées aux Trente Glorieuses. En fait, il y a des tas de façons d'expliquer bien évidemment ce phénomène. On va dire que les explications les plus simples sont rarement les meilleures, parce que malheureusement c'est un phénomène qui est un phénomène généralisé sur plusieurs pays, appartenant donc à des qui sont dirigés par des coalitions qui sont parfois idéologiquement opposées, dans des pays qui ne sont pas toujours en très bons termes, ayant des relations de voisinage ou appartenant à des ensembles géopolitiques qui sont pas toujours évidemment, dont les intérêts sont pas toujours convergents, voilà, et pourtant qui subissent de fait des formes, je dirais, qui ont subi les pathologies sociales et l'immigration et les pathologies sociales qui en résultent. Donc évidemment, premièrement, attention, les explications monocausales sont rarement idéales pour essayer de rendre compte de ce genre de phénomène. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de rien y comprendre, évidemment, bien sûr. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a des tas d'explications données. Une des explications qui revient le plus souvent, mais on va voir qu'elle a des raisons d'être tout de même, c'est celle qui considère que l'immigration a été faite en quelque sorte pour détruire la substance physique de la population et en quelque sorte imposer un métissage généralisé. Et un projet qui s'inscrirait, selon les personnes qui raisonnent de cette façon, s'inscrirait dans une tendance mondiale, la volonté d'une petite oligarchie, d'un petit groupe. Alors certains le voient très organisé, si vous voyez ce que je veux dire, d'autres le voient au contraire très trilatéralisé, certains pensent avoir affaire à une oligarchie de l'argent, d'autres à une oligarchie communautaire, d'autres à une oligarchie satanique, parfois un mélange des trois simultanément. Bref. Ouais, ça c'est le meilleur, ça c'est le meilleur. Ah ouais, c'est mieux, oui, avec les petits lézards verts. Ouais. Et évidemment, si vous raisonnez comme ça, l'hypothèse, je dirais, d'un effort volontaire visant à détruire la substance biologique des populations s'inscrit dans un double, je dirais, un fantasme croisé et une peur croisée qui prend toute sa signification quand on comprend bien évidemment les pollutions idéologiques issues de la Deuxième Guerre mondiale. Un fantasme et une peur croisée qui n'est pas non plus sans fondement. Enfin, je veux dire, la nécessité pour un groupe de préserver la conscience qu'un groupe de préserver, en tout cas des personnes ayant dans ce groupe la conscience de préserver ses formes et ses particularités, ce réflexe d'éleveur, un peu, vous voyez de quoi je parle quand je parle de réflexe d'éleveur, qui est très partagé dans notre population. Nous sommes des populations d'éleveurs depuis le début du néolithique. Donc comment ne pas penser à ça, bien évidemment. Et donc ce réflexe d'éleveur visant à considérer que c'est avant tout à la substance de la population européenne dont on cherchait à s'attaquer, est évidemment une explication qui était avancée, donc il s'agirait de faire le métissage. Bien. Donc, alors, ma position là-dessus est un petit peu particulière. Je ne crois pas que ça soit
destination, l'objectif, tout simplement parce que je crois que ça n'est qu'une conséquence. Je pense que c'est un marketing pour bobos, un marketing pour gentils organisateurs. On va dire que c'est le marketing qui correspond, je dirais, à un mono-humanisme idéologique, c'est-à-dire cette idée qu'on tous ensemble autour de la Terre en se tenant par la main, etc., etc. Nous sommes tous des citoyens planétaires, nous sommes tous des... Bon, voilà. Je pense que ça n'est que le prolongement de ça, et je pense aussi qu'il y a des populations pour qui cette obsession en quelque sorte du métissage, qui s'explique très bien dans leur histoire, parce qu'elles ont toujours été des minorités, qu'elles ont toujours été tentées en quelque sorte, étant des minorités ou des diasporas au sein d'autres populations plus importantes. Il y a des populations qui ont développé en quelque sorte une pathologie du métissage. Et je pense notamment à la communauté juive, en particulier aux communautés juives d'Europe de l'Est, plus spécifiquement, qui ont, parce que leur histoire les a exposées en quelque sorte à la perte de substance, à la dilution, ont développé très tôt des réflexes en quelque sorte exacerbés sur ces questions-là. Oui, on peut rappeler juste, je me permets de couper, Laurent. Oui, on peut rappeler juste par exemple cette intervention d'Alain Finkielkraut, disant que lui, ça lui posait pas de problème éventuellement d'épouser une non-juive, mais que si sa fille le faisait, étant libéral, il l'accepterait, mais en fin de compte, ça lui poserait quand même problème. C'est-à-dire qu'on retombe quand même toujours, même sur des individus qui peuvent sembler immunisés par leur parcours politique, par exemple, sur ce genre de problématiques, si, ça constitue, et c'est normal. En tout cas, c'est dans l'ordre des choses. Oui, normal dans l'ordre des choses. D'un point de vue darwinien, si je peux me permettre, c'est tout à fait naturel. Ça a été sélectionné par leur histoire, c'est-à-dire que les types humains qui, dans cette communauté, étaient les plus conscients de leur spécificité et je dirais de l'importance des appariements, c'est-à-dire de la reproduction, pour faire persister dans l'histoire des formes particulières, d'un génie particulier ou d'une sensibilité particulière dans l'histoire, comme notamment les juifs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ont pu l'être, il est parfaitement normal que ces dispositions de tempérament aient été sélectionnées, entre guillemets, d'une génération sur l'autre, et qu'elles soient relativement diffuses. Il n'est pas anormal non plus chez ceux qui voient, le monde essentiellement comme une problématique entre les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire qui ramènent l'essentiel des problématiques mondiales à cette question-là, et donc on pourrait qualifier de, on va dire, judéo-critique. N'utilisons pas le terme d'antisémite, mais enfin on pourrait dire de judéo-critique, antisémite, utilisez le terme que vous voulez, bref. Toutes les personnes qui estiment que cette communauté a un rôle central, notamment sur ces problématiques d'immigration, etc., pour ces gens-là, et là on retrouve des intuitions qu'avait eu Pierre Gripari il y a de nombreuses années, pour ces gens-là, et par réflexe en quelque sorte, cette pathologie et donc le rôle central fantasmé, à mon avis, largement fantasmé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que c'est considérablement exagéré, qui a pu avoir cette population sur cette politique, et on parle d'une population, donc la population dite juive, sur une politique qui est une politique métissophile, pour reprendre aussi leur dénomination, suffirait à expliquer en quelque sorte les pathologies, les obsessions en quelque sorte génétiques et métissophobes et métissophiles en quelque sorte de cette population, suffirait à expliquer en quelque sorte, avec un désir de revanche issu de je ne sais quelle histoire tourmentée, suffirait à expliquer en quelque sorte une sorte de volonté de revanche et de détruire une substance, etc. Vous voyez ce que je vous décris là. J'essaie de le formuler de façon rationnelle, raisonnable, etc. parce que sinon je tombe sous le coup de la loi, mais j'essaie de vous dépeindre une explication qui est assez courante dans une grosse partie de l'extrême droite, c'est-à-dire celle qui vise en fait à se représenter les choses de cette façon-là. Si je l'aborde, c'est pas pour m'en moquer, qu'on me comprenne bien. Je ne souhaite pas me moquer de cela, parce que je pense que si les gens ont des réflexes comme cela, c'est-à-dire analysent les choses comme ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à voir, ni de choses à dire là-dessus. Mais fondamentalement, il faut être un petit peu plus, je pense, rationnel et plus complet quand on analyse ce phénomène. L'immigration n'a pas été organisée par une communauté. L'immigration a été organisée par l'ensemble du dispositif, a été voulu, souhaité et a été toléré par l'ensemble du dispositif de production d'élite occidentale.
Oui, il faut rappeler de ce point de vue-là, d'ailleurs, la convergence à la fois des politiques migratoires dans les différents pays européens, que ce soit avant 1973, 74, 75, ou même après. Parce que finalement, on a à peu près au même moment les mêmes attitudes et les mêmes réflexes, et d'ailleurs les mêmes conséquences avec, par exemple, la possibilité du rapprochement familial, qui globalement est quelque chose de très généralisé à l'échelle de l'Europe occidentale. Alors si je devais passer vite fait quand même là-dessus, les raisons qui ont abouti à cela, il y a des tas de raisons. Il y a des éléments idéologiques, alors on va reprendre les trucs les plus visibles, donc je commence par ça, mais pas forcément les plus décisifs. Les éléments idéologiques, c'est-à-dire des gens pensaient que en ouvrant les frontières, on vivrait dans un monde sans haine, sans limite, où les gens pourraient librement circuler, échanger, etc. On est dans un mythe libéral-libertaire, si je puis dire. Assez 68 art d'un certain point de vue, cette idée que finalement le monde est un, et que finalement la circulation de tous les fils d'Adam, ou de tous les fils de l'homme, ou de tous les fils de ce que vous voulez, librement sur cette terre, et leur possibilité de dialoguer, d'échanger, de se reproduire ensemble, finalement nous amènera à un monde idéal. Il y a pas de frontières, pas de guerre. Pas de frontières, pas de guerre, évidemment c'est absurde. Pas de frontières, pas de pouvoir, pas de guerre, bien sûr. Le deuxième versant de cette idéologie-là, c'était beaucoup plus cynique, donc plutôt trotskiste, on va dire, déconstructionniste, et de considérer que l'immigration était en quelque sorte un levier qui permettait en quelque sorte aussi de renouveler un prolétariat considérablement embourgeoisé, et qui permettait de rafraîchir les troupes en quelque sorte, et aussi progressivement en quelque sorte de créer peut-être effectivement un espace, je dirais, social mixte, plus facilement malléable, plus moins ethnocentré. Et là, les résultants de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas les débordements idéologiques, les persistances idéologiques des polarisations issues de la Deuxième Guerre mondiale peuvent jouer. Il y a eu ensuite aussi des éléments économico-financiers, on ne va pas tous les passer en revue, intérêt d'un certain nombre de multinationales, de grosses entreprises, intérêt parfois de potentats locaux ou municipaux qui avaient intérêt à développer leur population, ce qui leur permettait de développer aussi leur rémunération et simultanément leur pouvoir, etc. Enfin, oui, juste une parenthèse. Pour tout ça, on peut renvoyer, alors je vais être provocateur, c'est vrai, on peut renvoyer au documentaire tourné par Yamina Benguigui sur justement les courants migratoires issus du Maghreb. Alors, elle en a fait 3. Elle en a fait un sur les pères, les mères et les enfants. Celui sur les mères est pas forcément le plus intéressant parce qu'en fait, c'est essentiellement le rapprochement familial. Ouais. Les deux qui sont intéressants pour des raisons totalement différentes, c'est d'une part celui sur les enfants, parce qu'en effet, on voit toute la culture du ressentiment, etc. Et surtout celle des pères, celle sur les pères. À la fois parce que ça montre évidemment des individus dont on a perdu un petit peu la trace aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui venaient quand même pour travailler. À un moment qui derrière, ils mettaient de l'énergie, ils mettaient l'envie évidemment de s'en sortir individuellement ou familialement, mais avec un très grand respect du pays où ils allaient. Mais ça montre aussi, surtout, et c'est pour ça que je vous ai coupé, Laurent, ça montrait évidemment tout le rôle des oligarchies économiques et le rôle des grands groupes en France, justement, pour faire venir la main-d'œuvre. Parce que c'est souvent ce qui nous est mis, ce qui nous est renvoyé, en fait, de dire « Ah oui, mais ces gens-là, on les a fait venir. » Oui, mais le « on », tout est dans le « on », de savoir qui c'était. Et en effet, Yamina Benguigui montre bien, identifie bien qui était le on. Le on, c'était en gros le grand patronat français pour l'essentiel. Voilà, le grand patronat français avec toutes ses composantes, y compris des composantes très largement organisées, mais le grand patronat d'une façon générale. Comme d'ailleurs ce on est le on qui a voulu la colonisation d'Algérie. C'est le même on, c'est-à-dire ce sont globalement des intérêts qui ne sont pas ceux de la population, qui sont des intérêts politiques, de pouvoir, de puissance et d'économie qui sont clairement identifiés. Bref, sans passer en revue toutes les raisons pour lesquelles ces flux ont été organisés, quels intérêts ils servaient, ils ont servi de nombreux intérêts pendant longtemps, dans une période où les Français anesthésiés par leur frigo, leur réfrigérateur plein, leur match de télévision et leur chanson de Mireille Mathieu continuaient en quelque sorte à penser que le monde était décidément très beau et que tout allait bien se passer pour longtemps. Évidemment, comme le faisait remarquer un théoricien de la musique qui s'intéressait à la musique atonale il n'y a pas très longtemps, on peut défigurer seulement quelque chose qui n'a plus de forme. C'est-à-dire que sans réaction, j'entends. On peut défigurer sans provoquer de réaction quelque chose qui n'a plus de forme, qui n'a plus de cohésion, qui n'a plus de consistance. Si on a pu imposer en France une immigration torrentielle
pendant des années, et encore aujourd'hui, alors même que 75% des Français pensent qu'il faut faire l'inverse, c'est bien parce qu'il n'y a plus de réaction. S'il n'y a plus de réaction, c'est parce que le corps social, c'est-à-dire l'unité de la population, en quelque sorte, a été elle aussi sapée fondamentalement, et c'est peut-être là-dessus, en tout cas, que je voudrais rebondir. C'est que je pense qu'au-delà des intérêts à courte vue et à court terme, d'oligarchies, de groupes économiques, d'intérêts idéologiques, d'objectifs de volonté de revanche, etc., etc., l'objectif final qui était poursuivi par tout ça n'était pas n'est pas unitaire, il y avait des objectifs différents. Mais si les macro-structures, les superstructures en quelque sorte, c'est-à-dire les super réseaux, les réseaux les plus puissants en quelque sorte en France et ceux qui ont monté en puissance ces dernières années, la souhaitent encore, c'est bien parce qu'elle produit un effet qui est un effet évident, de plus en plus évident, c'est qu'elle transforme nos sociétés en sociétés minées de l'intérieur, minées par leurs contradictions, minées par les conflits permanents entre des populations qui sont contraintes de vivre les unes à côté des autres, alors que leurs besoins symboliques, culturels, architecturaux, linguistiques, juridiques, leurs bases ne sont pas les mêmes. Et donc ces populations qui se supportent de plus en plus mal, mais qui sont en même temps brassées comme des jeux de cartes par l'activité économique, parfois arrivent à s'accorder temporairement le temps d'une vie en entreprise commune, et puis après... on ne sait pas, et que globalement tout cela produit un phénomène qui est un phénomène bien évidemment de communautarisation, je dirais incontrôlée, parce que l'État cherche à le casser en permanence, ce phénomène-là, des phénomènes de regroupement, des pathologies sociales, de la violence, enfin tout un tas de pathologies sociales qui créent une société qui est retournée contre elle-même. En permanence retournée contre elle-même, une société dans laquelle vous ne pouvez plus créer de chaînes de conduction de stress. Vous savez que Heiner Mühlmann définissait les communautés historiques comme des chaînes de conduction de stress, c'est-à-dire des chaînes capables des ensembles humains, capables en fait, en quelque sorte, comme une chaîne de conduction électrique, qui était capable en fait d'effectuer une rétractation comme un diaphragme en quelque sorte à certains moments, qui permettait en quelque sorte de souder des peuples entiers en vue d'affronter un problème de leur histoire. Ça pouvait être une épidémie, une invasion, etc., etc. Et tous les peuples, en quelque sorte, se soudent à certains moments de leur histoire et font peuple précisément pour affronter le réel, pour affronter leur histoire. Et quand les peuples se mettent en marche, sous les 3 grands facteurs de stress dont je vous ai parlé tout à l'heure, les territoires, les ressources et la reproduction, alors plus rien ne peut les arrêter. Plus rien ne peut les arrêter. Et évidemment, l'immigration, de ce point de vue-là, remplit une fonction tout à fait fondamentale. C'est qu'elle bloque, qu'elle casse en permanence la possibilité même de créer une chaîne de conduction de stress, c'est-à-dire quelque chose qui puisse faire, en quelque sorte, sens, puisse insérer, innerver le corps social tout entier pour produire une réaction, un basculement politique et un retour à la conscience du destin et un retour à l'histoire. Ainsi, de ce point de vue-là, l'immigration a pour effet, et on pourrait parler longuement pour savoir lequel est le plus important que l'autre, etc., mais a pour effet surtout, parce que le métissage, bon, ok, mais a surtout pour effet un effet extrêmement concret, économique, géopolitique, historique, fondamental, c'est en quelque sorte, d'affaiblir considérablement les États-nations ou ce qu'il en reste de l'Europe occidentale, l'ensemble de l'Europe et les peuples d'Europe occidentale, les empêcher de faire corps pour réagir aux menaces qui les soudent, et de conditionner à l'avance, si je puis dire, de façon quasiment programmée, en tout cas c'est là qu'on voudrait nous emmener, vers des chocs, des tensions, des guerres civiles douces, manifestes, violentes, avec des niveaux d'intensité variables, on va dire, de faible intensité ou d'intensité forte, des systèmes de guerre civile qui pourront, pendant longtemps encore, nous rendre totalement incapables de défendre nos intérêts à l'extérieur et qui feront au contraire de nos territoires, de nos terres historiques, les lieux, je dirais, une sorte de terrain de football à l'intérieur duquel viendront jouer des équipes que nous n'avons pas souhaitées.
Ouais, et qui garantissent du coup la pérennité de la domination de l'oligarchie, hein, comme on peut renvoyer par exemple au livre aux différents ouvrages d'Éric Werner, par exemple. Hein. Du coup, l'État, ça permet à l'État oligarchique de pouvoir se poser en garant, évidemment, incontournable, hein, d'une sécurité qu'il contribue à apporter, tout en contribuant aussi à, en effet, comme vous le dites, Laurent, à la désorganiser. On va faire une pause musicale et ensuite on va partir sur qu'est-ce qu'on peut entendre par la remigration. Systems look too little to men.
Alors, de retour pour notre émission avec Laurent Ozon, consacrée donc aux remigrations pour les nuls, puisque c'est le titre que nous pensions donner à cette émission, ce qui correspond assez bien à la réalité. Déjà, il faut qu'on revienne, donc après avoir fait cette historique et ce panorama explicatif sur l'immigration, il faut évidemment qu'on revienne sur le terme lui-même, sur le terme de remigration, pardon. Oui, alors ce mot remigration, c'est un mot que je crois qui a été utilisé la première fois par Guillaume Faye il y a quelques années, non comme un slogan pour autocollant, ni un concept pour dire autrement ce qui a été dit, enfin, voilà, mais pour désigner en fait un processus construit et politique. Pourquoi ? Parce que évidemment, on peut avoir des tas de réactions possibles à ce phénomène, des phénomènes, je dirais, des réactions de stress, des réactions de colère, des réactions de peur, des réactions d'angoisse, des réactions qui sont toutes légitimes. Et elles le sont parfaitement. Et il ne s'agit pas de considérer que il faut pas s'en moquer, il faut considérer que toutes ces réactions possibles sont des réactions qui sont des réactions compréhensibles et qu'il faut être capable d'y répondre. Bien. Néanmoins, ça n'est pas parce que vous êtes en colère contre un phénomène que vous êtes en situation de traiter ce problème. Hein, vous pouvez être face à votre... excusez-moi, je prends une métaphore un peu triviale, mais vous faites devant votre voiture avec une panne de voiture, être en colère parce que votre voiture... savoir même pourquoi elle est tombée en panne, mais être incapable de réparer. Bien. Et donc, nous sommes un petit peu, une partie des êtres hypersensibles qui se sont levés plus tôt que les autres. Maintenant, aujourd'hui, la population est consciente, mais elle l'est de plus en plus. Elle est en voie de conscience. Elle est en voie de conscientisation, voilà. Mais il y a des hommes et des femmes qui, il y a déjà 40 ans, avaient senti le vent mauvais, en quelque sorte, et les conséquences de cette funeste politique, l'avaient anticipé, parce qu'ils ont une sensibilité, ils avaient des antennes plus longues que les autres. Et l'histoire est faite de ces hommes-là, qui avaient raison avant les autres, syndrome de Cassandre, et qui sont, bien évidemment, dénoncés pour avoir dit trop tôt la vérité, l'avoir dit parfois de façon trop réactive et parfois excessive, en lien avec leur sensibilité extrême parfois, et qui sont en même temps et simultanément accusés a posteriori d'être responsables des maux causés par ce qu'ils annonçaient et dénonçaient avant les autres. Et c'est évidemment ce mythe de Cassandre est tout à fait intéressant à relire de ce point de vue-là. Et bien évidemment, chez ces hommes et chez ces femmes-là, la conscience du destin et les instincts extrêmement sûrs qui ont abouti à ce que des hommes et des femmes se lèvent plus tôt et pour dénoncer ce phénomène-là, ne nous indique pas pour autant que les solutions qu'ils ont pu, ou qu'ils ont souhaité, ou qu'ils proposent encore aujourd'hui, ou que proposent ceux qui réagissent ou surréagissent à ces problèmes graves, des problèmes vitaux, soient capables de les traiter. C'est un préalable, mais je me permets de vous le dire. Oui, on peut parfaitement bien sentir cela, avoir une conscience très claire du fait que ça soit insupportable, de vouloir, je sais pas quoi faire, enfin militer de telle façon et telle. Ça n'est pas pour autant que les gens qui ont dénoncé ce problème-là peuvent les résoudre quand ils pensent pouvoir les résoudre. Et permettez-moi de vous le dire, comme vous le savez, j'ai eu quelques implications politiques, je peux vous dire aussi qu'une grande partie des gens qui sont censés devoir un jour les résoudre ne savent pas absolument par quel bout prendre le problème. Et c'est bien, je l'espère en fait, en tout cas aussi l'objectif de cette émission, c'est d'aborder précisément cette question-là, c'est de voir qu'au-delà du mot, qui est en fait l'inversion des flux migratoires, remigration égale inversion des flux migratoires, non pas arrêt de l'immigration, certes c'est un préalable. Ça serait déjà un minimum. Ça serait déjà pas mal, mais arrêter l'immigration alors que vous avez 12 millions de sociologie d'accueil d'un côté, c'est une question qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il y a vraiment un échelon, un enchaînement dans le temps du immigration, arrêt de l'immigration, remigration, ou est-ce que les deux, zones, les deux étapes, les deux périodes de l'histoire, immigration, remigration, vont en quelque sorte créer une zone grise entre les deux, où les deux continuera un peu à fonctionner, parce que chaque immigré et chaque famille immigrée, partout sur notre territoire, est un ambassadeur et en même temps une sociologie d'accueil pour son peuple, pour sa famille, pour ce qu'il en reste, en tout cas de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de la mer Caspienne, de l'autre côté. Voilà. Et c'est pas un détail ce que je vous dis là. Oui. Ça veut dire que il se pourrait même qu'il n'y ait pas de période d'immobilisation.
Qu'il n'y ait pas un moment où ce mouvement se fige dans un sens ou dans l'autre d'une façon globale. Il se pourrait que le mouvement de remigration commence alors que l'immigration fonctionne encore un peu, et fonctionne toujours un bout. Et donc, ces mouvements de population, cette intensification des mouvements de population, ne va pas forcément se décomposer. On peut avoir des situations, on va pouvoir imaginer des situations où ces deux mouvements pourraient commencer à s'amplifier dans les deux sens, de façon simultanée. Ouais. Oui, on peut rappeler par ailleurs que c'est une des caractéristiques des migrations modernes. Quand je dis moderne, c'est en gros depuis maintenant une vingtaine d'années, puisque on le sait bien, et c'est ce qui alimentait l'idée de l'intégration, de l'assimilation dans les sociétés d'accueil, en particulier dans les sociétés françaises. C'est vrai que la migration, autrefois, s'accompagnait d'une coupure. Il y avait plus... clairement, l'immigrant venant dans un pays était de facto obligé de couper les ponts, parce que ça coûtait cher de téléphoner, ça coûtait cher de retourner dans la société d'accueil, de voyager, etc. Ce n'est absolument plus le cas maintenant, où en fait on a des mouvements perpétuels favorisés par la mondialisation, parce que c'est devenu très très peu cher de téléphoner, et on le sait bien, on le constate avec toutes ces petites boutiques de téléphonie qui ont ouvert partout, qui là aussi sont un marqueur des migrations. C'est devenu peu coûteux de voyager par avion. Et donc, les géographes ont inventé un concept par rapport à ça qu'ils appellent la circulation migratoire, qui désigne en fait tous ces mouvements, tous ces échanges matériels ou immatériels entre un migrant et sa société d'origine. Et en effet, ça alimente, en fait. Il y a des mouvements continuels. Et ces mouvements continuels, on peut imaginer qu'en effet, éventuellement, ils se produisent dans le futur. Et qui produisent de l'intensification dans un sens ou dans l'autre. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra, si on veut aborder ces questions, et on pourra peut-être parler des conditions qui permettront un jour, effectivement, de préconditions préalables, en fait, à la remigration, ils permettront peut-être aussi un jour de rendre possible que ces sociologies d'accueil qui ont gardé le contact avec leur terre, leur famille d'origine, etc., sont aussi des sociologies qui reviendront plus facilement dans leur pays que des populations totalement déracinées, qui ont totalement coupé les ponts, etc. On n'est pas obligé de voir ça forcément comme quelque chose de négatif. Une chose est sûre, c'est que pour résoudre ces questions-là, politiquement, je ne parle pas de façon globale et je dirais sensible, c'est le bordel, il y en a marre, il faut que ça s'arrête. Bon, ok, on l'a dit, ok, bon, c'est bien. Au-delà de ça, quand il faudra traiter ces questions-là de façon politique, il va falloir commencer à se poser la question du détail de ces mouvements. Et le détail, ce sont les détails de population. C'est bien important de le faire. Il va être important de distinguer, de discriminer au sens traditionnel du terme, de faire la différence entre des populations différentes, qui ont des stratégies d'intégration différentes, d'assimilation différentes, des stratégies d'intégration sociale ou différentes, et qui ne sont en rien, qui ne sont pour nous que, je dirais, des personnes d'origine étrangère, certes, ou d'extra-européenne, mais enfin, entre un Cambodgien, une famille cambodgienne, une famille kabyle et une famille malinké, on n'a ni les mêmes comportements sociaux, ni les mêmes capacités d'inclusion dans une société complexe comme la nôtre, et donc je dirais la pression sociale est un petit peu différente, ni les mêmes fréquences de pathologie sociale, ni le même niveau d'études, il n'y a rien de commun, quoi, voilà. Donc, le jour où il faudra traiter politiquement ces questions-là, on s'apercevra qu'il y a des stratégies à avoir distinctes selon les populations et arrêter, c'est d'ailleurs pas un service que nous nous rendons à nous-mêmes, et arrêter en permanence de mettre tout le monde dans un fourre-tout en considérant que finalement tout ça c'est pareil, ce qu'on veut c'est que ça s'arrête. Certes, une fois qu'on est sorti de cette logique réactive, eh bien on peut commencer à se poser la question de savoir quelle politique pour quelle population. Et évidemment, c'est facile de dire ça à ce stade-là, parce qu'à ce stade, on va me dire, attendez, tripatouillage, vous enfilez les mouches, là pour l'instant, il faut que ça s'arrête, il y en a marre, et donc il faudra que ça pète pour que ça s'arrête. Ok, bon, très bien. Donc, on pourra voir dans quelles conditions, tout à l'heure, on va pouvoir voir effectivement dans quelles conditions c'est susceptible de s'arrêter. Je me place, c'est un préalable à notre échange, dans la perspective d'une remigration, c'est-à-dire d'un processus politiquement contrôlé, c'est-à-dire non pas un environnement totalement stabilisé dans lequel des gens tout d'un coup vont se révéler être intelligents et courageux et vont décider de prendre des décisions intelligentes et courageuses. Je n'y crois pas du tout. Donc il va y avoir un contexte
social et politique, historique, qui va faire que ces problèmes vont devenir des problèmes à traiter, vont pouvoir être traités parce que les choses seront prêtes, le climat s'y portera. Il y aura certainement une montée d'intensité dans des conflits, dans des phases de conflictualité, polyconflictualité, à des tas de niveaux, qui s'expriment déjà très largement, mais qui vont encore s'amplifier. Et c'est dans un contexte passablement houleux, tourmenté, voire conflictuel, que se traitera cette question. Est-ce que pour autant elle se traitera sous la forme « on va tous se foutre sur la gueule et ils vont repasser la Méditerranée » ? La réponse est non. Il y a un moment où, bon, alors c'est sûr que après c'est une question d'intelligence générale. Si vous êtes stupide, il n'y a pas de raison que vous puissiez imaginer d'autres solutions que celle-là, parce qu'il y en a, fondamentalement, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait une autre solution que celle-là. Maintenant, si vous prenez 5 minutes pour y réfléchir et que vous vous disiez, ok, comment s'est faite l'histoire, comment se construit l'histoire, dans quelle situation, eh bien, vous vous rappellerez une chose. C'est que vous pouvez perdre pendant 60 ans quelque chose, votre terre, la terre de vos ancêtres avec vos ongles, et la regagner en une journée avec un char. Et quand vous avez compris ça, quand vous avez compris qu'il n'y a pas d'inéluctabilité dans l'histoire, qu'il n'y a pas de fatalité dans l'histoire, et que les consciences, la mémoire longue, et la formation politique, et le pragmatisme politique, et la condition, et pas les coups de menton, ou plutôt les coups d'autocollant, mais la claire conscience politique et le pragmatisme nécessaire pour être capable d'aborder ces questions-là de façon constructive et distincte et fine permettra un jour, et avec la volonté évidemment, de traiter ces questions-là de façon politique, dans un contexte certes tendu, certes multiproblématique, et on va voir, il y a des conditions à remplir préalablement, on peut les passer en revue. C'est à ce moment-là que nous pourrons traiter ces questions-là, c'est dans ce contexte-là, et la première chose qu'il nous faudra faire, que nous apprendrons à cette occasion, c'est que ces populations ne sont pas les mêmes, que ces populations que certaines de ces populations sont des alliés durables, ou en tout cas des populations avec lesquelles nous devons entretenir des rapports qui sont des rapports de bon voisinage, alors que d'autres sont des populations qui sont manifestement de façon inéluctable en situation avec lesquelles nous ne pourrons pas développer des stratégies d'intérêt réciproque, sauf celles qui concerneront les populations en question. Voilà. Je voudrais juste signaler que vous avez raison, Laurent, ces outils par ailleurs existent. Je sais que par exemple dans le domaine scolaire, il y a eu déjà un certain nombre d'études essayant de comprendre pourquoi telle ou telle population, alors évidemment en dehors de tout aspect, comment on pourrait dire, de tout aspect, j'allais dire de quotient intellectuel, mais ça correspond pas à la situation, mais d'essayer d'expliquer en fait les réussites diversifiées selon les populations d'origine. Et par exemple, un des aspects qui sort, c'est que la communauté turque en France a un niveau de réussite scolaire qui est moindre. Alors, est-ce que ça signifie que les populations turques sont moins intelligentes que les autres ? A priori, non. Et donc, en fait, les différents éléments croisés qui permettent d'expliquer ça, c'est que la stratégie en fait, d'immigration n'est pas du tout la même. Et que, par exemple, les populations turques, très souvent, envisagent en fait une poursuite, un retour au pays, un retour en Turquie, et donc une poursuite d'études qui, finalement, en France, est jugée secondaire. D'accord ? Et donc il existe des outils qui permettent en effet, par exemple, de diversifier en fait les populations selon en effet des stratégies, et donc nous à notre tour de pouvoir en effet en tirer des enseignements. Oui. Je voudrais revenir sur l'aspect pragmatique, parce que justement un des arguments qui est quand même très souvent utilisé, et j'en parlais un tout petit peu au début de l'émission en disant au moment des élections municipales, on a pu voir tous ces électeurs du Front National dire ah oui mais moi il y en a marre, j'en ai marre, mais j'ai rien contre mon voisin je l'aime bien, il travaille, il est gentil, tout ça, tout, mais c'est les autres, tout. Et c'est l'argument généralement qui est opposé, est-ce qu'on n'a pas atteint justement ce point, en fait, ce seuil critique qui fait que, d'ores et déjà, l'inversion n'est pas envisageable. Non, parce que ce discours-là, vous auriez été au Rwanda 5 ans avant les épouvantables massacres intercommunautaires qui ont été le résultat d'une montée aux extrêmes girardienne absolument hallucinante, qui a d'ailleurs été, je rappelle le contexte, ce génocide dont on parle, qui est d'actualité en ce moment à cause des déclarations de Paul Kagame sur la politique de la France et de la Belgique dans cette région, ont été en fait fabriqués par un stress extrêmement important. On a des radios qui ont diffusé des programmes en boucle pendant des semaines et des semaines, expliquant que les armées de l'autre venaient pour nous tuer. Et donc, en fait,
ça nous a rappelé une chose que nous dit Eric Werner aussi dans son bouquin qui s'appelle De l'extermination, c'est que la première stratégie de quelqu'un, d'un groupe qui fabrique de la violence à l'égard d'un autre, c'est déjà d'accuser l'autre d'être en situation de lui faire violence. C'est-à-dire, celui qui te désigne comme exterminateur justifie a priori le fait qu'il justifie a priori ton extermination. Donc vous voyez où je veux en venir, ça veut dire qu'il y a des phénomènes en fait de mémétique sociale qui se mettent en place, et j'ai oublié votre question, excusez-moi, mais... sur le fait que justement, d'ores et déjà, on aurait atteint un seuil critique au niveau de la masse de migrants, et justement au niveau un seuil critique aussi au niveau des relations sociales, d'accord, interindividuelles, qui fait que d'ores et déjà, une remigration serait inenvisageable. Alors, et j'étais donc en train de vous dire, parlant du Rwanda, que si on avait analysé le Rwanda ou la Yougoslavie, où je peux vous faire une liste longue comme le bras de pays de contre-exemple, évidemment, où vous avez dans des situations relativement pacifiées, relativement calmes, votre voisin est un copain, et où 6 mois plus tard, voire 2 semaines après, une fois qu'il a roulé sur votre chien, l'est beaucoup moins. Donc, évidemment, ce type d'argument est stupide, non pas parce que c'est le vôtre, évidemment, mais parce que ce n'est pas le mien. C'est évidemment, on ne peut pas juger de la durabilité d'une société en fonction de ce type de paramètres-là. On juge de la durabilité d'une société en regardant l'histoire. C'est qu'est-ce qui fait que les sociétés sont durables et relativement stables? Eh bien, à partir du moment où elles sont capables de forger, de créer leur chaîne de conduction de stress et de réagir collectivement aux problèmes qui les assaillent. Si elles ne peuvent pas le faire, si l'ennemi ne peut pas être désigné clairement à l'extérieur, elle retourne ce phénomène, c'est un processus qui aboutit finalement à la même chose, elle retourne cette chaîne de conduction de stress en leur sein pour trouver à l'intérieur ce qui les empêche de produire cette unité de réaction dont elles ont besoin pour survivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la désignation du bouc émissaire. La question, c'est est-ce que des chaînes de conduction de stress peuvent encore se créer dans notre société ? C'est un enjeu. C'est-à-dire que c'est un enjeu. Ce qu'on appelle une chaîne de conduction de stress, c'est la réaction d'une population qui prend conscience de ces points, de ces liens, et qui réagit collectivement à un problème donné, etc. Et puis il y a des chaînes de conduction de stress qui en enchaînent d'autres. Voilà. Bon. Est-ce que notre société est une société durable ? Notre société n'est pas une société durable. Les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiviolentes, multiconflictuelles, multiracistes, où chaque population, groupe de population, malgré, je dirais, les bons exemples que nous montre à la télévision ou dans les films américains, sont évidemment des exceptions dans le réel, dans la vie réelle normale, c'est-à-dire le monde autour de nous. Eh bien, au-delà de ces exemples rares et existants, mais plutôt périphériques, il y a des masses. Voilà, ces masses. Et ce sont ces masses en mouvement, en stress, qui à un moment font basculer l'histoire parce qu'elles entraînent derrière elles, sur des bases communautaires, sur des chaînes de conduction de stress qui sont parfois extrêmement vite déterminées. Ça peut être votre aspect, votre langue. Des hommes se faisaient tuer pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils avaient un accent, un mauvais accent. Donc des chaînes de conduction de stress se forment et produisent des mouvements de l'histoire qui amènent les peuples à se jeter les uns contre les autres dans un fracas parfois insondable, d'une violence absolument inouïe, mais parfois produisent des stress de basse fréquence, des multiconflictualités de basse fréquence, et parce que l'immigration en France est une immigration d'origine différente, entre des populations qui ont des relations parfois problématiques, que ces populations sont elles-mêmes se travaillent les unes contre les autres au quotidien et de plus en plus souvent, et cette tendance va se renforcer. Notamment, je vais vous donner un exemple concret, vous allez me dire de quoi il parle celui-là, c'est simple, regardez par exemple la montée en flèche de l'immigration subsaharienne au Maroc et en Algérie. Les réactions que ça procure, que ça provoque, je l'avais annoncé déjà il y a quelques années, on me rigolait au nez quand je disais ça, on disait Ozon est parti, il a fumé la moquette. Non, le développement de l'immigration subsaharienne dans le Maghreb aboutira à terme à la disparition des populations d'origine kabyle, berbère, des peuples libres, hamassiques, tamassiques, dans cette partie du monde si rien n'est fait. Ces gens, les populations du Maghreb, c'est au total 80 millions de personnes aujourd'hui, au total 80 millions de personnes, entre la Libye et la Mauritanie. Et la Mauritanie est déjà une population où les éléments berbères sont déjà très largement minoritaires. Ce qui veut dire que ces gens-là sont très peu nombreux. Les problèmes qu'ils ont avec l'immigration subsaharienne, 1,5 milliard personnes à horizon 2050, c'est pas 80 millions, eh bien, qui sont à leur porte, sur le même terrain, et il n'y a pas la mer Méditerranée entre eux. Voilà. Eh bien, ces masses de population
qui sont amenés à se déverser dans ces pays-là vont provoquer des situations d'une violence extrême dans ces pays-là. Et ne manqueront pas, je vous l'annonce, je vous le dis, d'avoir des répercussions extrêmement fortes dans tous les pays où ces communautés coexistent. Oui, et c'est d'ailleurs déjà... Enfin, tous les acteurs sociaux en France, je pense en particulier aux enseignants, sont généralement abasourdis par le niveau de rivalité et de tension qui peut exister en effet entre des groupes qui naturellement vont se constituer très souvent dans une classe ou autre sur des bases qui sont des bases ethniques. Alors, les polarités conflictuelles et les chaînes de stress conflictuelles se font parfois en général de façon plus sommaire entre, on va dire, la catégorisation immigrés français de souche. C'est historiquement plutôt comme ça que ça s'est fait souvent, on va dire, dans les infrasociologies de banlieue, machin. Là, je parle de mouvements de fond, de lames de fond, qui vont avoir un effet absolument sidérant, qu'on n'anticipe absolument pas, qu'on commence à voir arriver, et qui vont poser des problèmes considérables, y compris en France. Ces populations sont dans des situations vitales qui sont encore beaucoup plus préoccupantes que celles de l'Europe, où vous avez 700 millions d'Européens entre Brest et les monts de l'Oural. Les Berbères, à eux tous, qui ont en grande difficulté survécu à l'histoire et à la colonisation, toutes les formes de colonisation dont ils ont été victimes, ont réussi à passer ces caps-là et à survivre. On disait toujours que les Berbères n'avaient jamais été vaincus, tellement ils étaient divisés. Parce qu'effectivement, quand l'un était vaincu, il y en avait toujours un autre qui avait enfin bref, etc. Il se pourrait bien, et je le dis sérieusement, j'en ai parlé avec des responsables politiques donc en Algérie et au Maroc, il se pourrait bien que les élites politiques de ces pays-là, si elles sont encore capables de réagir, si elles ont encore le contrôle sur les opérations, pas sûr que ça soit encore le cas au Maroc, je pense qu'en Algérie c'est encore possible, prennent conscience du fait qu'elles sont à un tournant de leur histoire et un tournant absolument décisif de leur histoire. Le jour où ces populations, ces États, ces élites réagiront, et elles réagiront, alors nous entrerons dans des polyconflictualités à l'intérieur même de populations qui sont venues s'installer chez nous, qui vont créer des situations extrêmement problématiques. Donc, tout ça pour vous dire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que la situation qu'on en peut anticiper à court terme sera une situation complexe, mais à l'intérieur duquel la première des choses que nous allons devoir faire penser d'ores et déjà, c'est de penser les distinctions de population, les distinctions d'intérêts, les partenariats tactiques, stratégiques ou les affinités culturelles fondamentales, géostratégiques avec les pays d'origine, que nous pouvons avoir avec certaines populations, vous me voyez venir, et moins avec d'autres, pour des questions de distance anthropologique, pour des questions d'intérêt géostratégique, pour des questions de compréhension mutuelle, vous parliez d'éléments cognitifs, test QI tout à l'heure, etc. Pour tout un tas de raisons, il se pourrait effectivement que des lignes de convergence temporaire incertaines, problématique, il n'y a jamais de ligne de démarcation nette, vous savez, dans les situations de pagaille et de multiconflictualité en général assez horribles, c'est rarement joli, j'habite Vendôme, mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil, Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme? Voilà ce qu'était la France à ce moment-là pour la couronne de France. Eh bien, il est possible qu'un jour, la France, dans des années qui viennent, soit dans un état de division, de morcellement, de tension, qui rendent extrêmement difficile la possibilité de penser tous ces phénomènes-là globalement. Or, c'est pourtant avec une vision macroscopique et pas simplement en aidant le nez dedans le guidon, qu'on réussira à prendre de la distance. C'est le travail que fait Maison Commune et l'activité, les groupes que nous organisons, qui visent en fait à former les élites, les cadres, les futurs cadres et cadres actuels politiques de la périphérie politique, parce qu'un jour il faudra répondre à ces questions-là et apporter des solutions. J'ai toujours pour habitude de donner une métaphore pour expliquer cela. Imaginez que vous regardez une carte, un point, avec, je dirais, un rayon de 10 km autour de ce point. Vous regardez cette carte avec un rayon de 10 km, tout le reste est obscurci, vous ne voyez plus rien, vous ne voyez que ce point et ce rayon de 10 km autour, et vous vous dites, mais ces gens ont des problèmes d'eau. Ils ont des problèmes d'eau, il n'y a absolument aucune source d'eau, il n'y a aucune rivière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de ressources eau. Donc ces gens-là ont un gros problème, c'est un gros stress hydrique potentiel, en tout cas ça va être un paramètre énorme, ils ont un problème d'eau. Et puis on vous élargit la carte, pas de beaucoup, on passe d'un rayon de 10 km à un rayon de 10,5 km. Et là vous voyez sur le bout une petite tache bleue, sur le côté, et si vous l'agrandissez encore, vous allez apercevoir que c'est le lac Baïkal à côté. Voilà. Alors qu'est-ce que je vous dis en vous disant ça? Je vous dis que l'échelle compte beaucoup,
que certaines choses ne peuvent pas être réglées au niveau d'une ville, ou au niveau d'un État, ou au niveau d'un État-nation, mais se régleront aussi dans une situation politique qui, en quelque sorte, créera une sorte de chaîne de conduction de stress qui pourrait bien ne pas être une chaîne de conduction de stress qui s'arrête à la frontière comme la radioactivité de Tchernobyl, mais qui, en quelque sorte, enserre des populations d'origine européenne, des Européens sur leur terre, des natifs, des indigènes européens, dans une prise de conscience que ces gens se dotent d'élites, qui ne soient pas simplement des élites guerrières, des élites à gros muscles et à petits cerveaux, je l'espère en tout cas, mais des gens qui, le moment venu, seront capables aussi de trouver chez nos adversaires, ceux qui se présenteront malheureusement à un moment de l'histoire comme cela, mais les adversaires d'aujourd'hui peuvent être les partenaires de demain, trouveront les solutions politiques, et on peut en parler, les solutions politiques pour faire face à cette période, l'organiser, la préparer et obtenir finalement ce que nous souhaitons tous, vivre libre et dignement sur la terre de nos ancêtres. Alors, en disant, je suis foncièrement d'accord, hein, Laurent, mais en disant ça en même temps, est-ce qu'on ne repousse pas, enfin, est-ce qu'on n'élève pas d'un niveau une des solutions possibles, donc en l'élevant en gros par exemple à l'échelle européenne, hein. Et donc du coup, est-ce que ce n'est pas un facteur en fait incapacitant, parce que c'est justement très souvent un des arguments, on le sait bien, qui est utilisé, dire, mais c'est au niveau européen, les choses elles devraient se faire au niveau européen, et ça très souvent, c'est vrai que ça peut avoir un effet, j'allais dire pas désespérant, ça serait excessif, mais en tout cas un effet démobilisant sur des populations fragiles qui se disent, ah ouais, mais alors, déjà à l'échelle de la France, mais alors si c'est à l'échelle de l'Europe, vous y pensez pas, ma bonne Madame Mouchboum. Est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là ? Alors, c'est pas pour qu'on se comprenne bien, effectivement, ce que je dis peut être interprété comme ça, c'est bien d'ailleurs que j'ai votre question pour pouvoir affiner. Je ne suis pas en train de vous dire que des solutions se prennent à un niveau macro, parce qu'on n'est pas capable de les prendre à un niveau micro, parce que l'histoire est faite aussi par deux personnes qui sortent sur leur palier et disent un jour, ça suffit, créent une polarité qui s'amplifie, qui crée une conduction de stress, une chaîne de conduction de stress qui élargit, qui crée un incident, qui provoque des réactions, qui engage d'autres, etc., etc. Un jour, les choses vont bouger. Simplement, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Ça se fera quand un certain nombre de conditions seront remplies. Ces conditions seront un niveau de stress général dans la société, général, sur les facteurs, les grands facteurs, mais on sait que le facteur ressources est un élément important. Bon, voilà, par faire l'histoire, on sait que s'il n'y a pas eu les problèmes d'approvisionnement de Paris en 1788 et 1789, l'histoire serait passée peut-être différemment. Bien. Donc il y aura des éléments, des moments de stress importants, il y aura donc des situations qui vont provoquer un contexte politique et social totalement différent, parce que tout cela va évoluer, les choses vont se tendre encore davantage, personne n'imagine que il puisse en être autrement. L'État va chercher toujours à, en même temps, réprimer pour maintenir une homogénéité factice et une sorte de vivre tous ensemble. Le vivre ensemble, c'est nous, hein. Faut arrêter avec le vivre ensemble. Hein. Le vivre ensemble, c'est on n'a pas attendu Emmanuel Valls pour vivre ensemble en France. On n'a pas attendu le Parti socialiste ni Terra Nova. Le vivre ensemble, on le connaissait déjà. Nous vivions déjà ensemble. Ce qu'ils veulent nous imposer, c'est le vivre tous ensemble. Eh bien, ce vivre tous ensemble, ils essaieront de l'imposer par la police, la répression, et en même temps le saupoudrage, c'est-à-dire empêcher partout, que ça soit chez les troisième générations de fils algériens ou chez les Français de souche, partout, d'empêcher des chaînes de stress d'apparaître, des communautés de se forger. Pour cela, ils vont continuer à saupoudrer des populations sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, ils le font, mais ce saupoudrage est un saupoudrage qui ne fonctionne pas très bien. Parce que les populations elles restent quelque temps, elles ne sont pas bien, elles retrouvent leurs copains, leurs cousines, leurs machins, ils redéménagent, bref. C'est pas simple, ils essayent de le faire, mais ça ne marche pas bien. Et donc ils vont continuer à le faire. L'État est devenu le principal organe de colonisation de peuplement de notre territoire. Il faut le comprendre, ça. C'est pour ça que ceux qui me disent que l'Union européenne, je veux bien, mais aujourd'hui la principale instance politique qui organise, contrôle, distribue, non pas le cadre légal, législatif, patin couffin, etc. Je parle de ce qui est appliqué concrètement, administrativement, ça ne nous vient pas du tout de l'Union européenne. Que des normes de l'Union européenne soient négatives et aillent parfaitement dans ce sens-là, c'est parfaitement normal, ce sont les mêmes élites qui s'y font élire. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. Mais, élites entre guillemets, hein, bien sûr. Mais une chose est certaine, c'est que
cette montée, cette transformation progressive de notre société est inéluctable. Il nous faut simplement, non pas attendre, je dirais, un miracle d'une superstructure qu'elle s'appelle l'Union européenne ou l'État français, etc., mais considérer qu'à un moment donné, ça sera mûr. Et lorsque ça sera mûr, les fonctionnaires de Bruxelles n'y pourront pas grand-chose, nos François Hollande ou nos clones de François Hollande ou de Manuel Valls non plus. Quand même. Mais évidemment non, ils n'y pourront rien, les choses seront prêtes et ça craquera de partout. Et lorsque cela craquera de partout, il faudra des élites politiques capables de penser et de répondre à ces besoins, de répondre et de trouver des solutions, et des solutions concrètes pour accompagner ce mouvement et pour permettre ces décantations nécessaires. Je rappelle que la stratégie de notre État actuellement, de l'État-nation France, je ne parle pas de l'Union européenne qui va dans le même sens, mais de l'État-nation France en France, c'est le saupoudrage, briser les communautés, briser les regroupements, brouiller partout aussi souvent que possible la possibilité pour que les autochtones se retrouvent entre eux quelque part encore sur ces terres. C'est la politique de la ville, non, je crois. On va pas parler de Madame Duflot, s'il vous plaît, qui a donné sa démission. On a changé de gouvernement, oublions-la temporairement. Mais effectivement, c'est une politique de la ville, une politique de l'économie, une politique sociale. Tout va dans ce sens-là. Ça ne marche que très mal, ou ça marche un peu, mais ça marche pas très bien. Il faut comprendre que c'est principalement contre ça, dans un premier temps, que les choses vont s'organiser. Ces phénomènes-là vont inéluctablement arriver, il n'y a pas de raison de penser qu'elles n'arrivent pas, et c'est précisément, je me répète, c'est bien dans ce contexte-là qu'il nous faut réfléchir. Que faire lorsque ça va commencer, le feu va prendre dans les poudres, que les hommes et les femmes vont comprendre tous, et de façon évidente pour tout le monde, que ça ne va pas durer, que ça va craquer. Qu'est-ce qu'il va falloir dire et proposer, qu'est-ce qu'il va falloir faire et dire aux hommes et aux femmes de ce pays pour qu'ils comprennent tous qu'il y a d'autres solutions et qu'une remigration est possible et dans quel délai et selon quelle modalité. C'est à ça que nous travaillons aujourd'hui. Oui, parce que vous le rappeliez tout à l'heure, Laurent, c'est vrai que une des caractéristiques de ce problème, c'est quand même la faiblesse des solutions envisagées et même des conditions envisagées pour que cette solution soit possible. Finalement, la remigration est longtemps restée sur le champ politique pour les rares structures qui le portaient, un slogan, avant d'être une possibilité concrète à vouloir mettre en œuvre. Quelles sont en gros les conditions auxquelles vous pensez pour qu'une telle politique puisse être mise en œuvre ? Évidemment, la première, celle que je vous ai déjà donnée, c'est que les temps soient mûrs. C'est-à-dire qu'il y a parfois, vous le savez, si vous avez un peu de bouteille, un peu de vie, vous avez vécu quelques années, comme c'est mon cas, vous savez que parfois, le lundi, c'est pas possible, que le mardi, c'est pas possible. Et vous pouvez trépigner sur votre chaise, vous cogner la tête contre les murs, hurler par la fenêtre, ouvrir 5 fois votre frigo, faire des cabrioles, des pompes, arrêter de manger, dormir, faites ce que vous voulez, ça n'est pas le moment. Parce que ça n'est pas le moment. Et il y a des fois où c'est le moment. Alors évidemment, ce moment ne dépend pas simplement d'éléments sur lesquels vous n'avez pas prise, parce que là, c'est pas une incitation à la passivité que je donne, mais il y a des moments où il faut attendre le bon moment, le kairos, l'instant, et être prêt au bon moment. C'est du stoïcisme, hein, ne se préoccuper que des choses qui sont de notre compétence, enfin pas compétence, mais en gros de notre ressort. Alors, si on devait le dire autrement, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire tout de même, on pourrait dire que faire que ce sur quoi tu ne peux rien ne puisse rien non plus sur toi. Alors, il ne s'agit pas évidemment de se mettre de ce fait dans une attitude passive et d'attendre que demain les temps soient prêts et que les temps soient mûrs, évidemment, ça suffit pas, donc il faut se former, se préparer, s'organiser, et surtout, il faut contribuer à révéler, alors certains diront que c'est du cynisme, voilà, mais je vous le dis franchement, il va falloir révéler ce stress. C'est-à-dire que ce que fait un animal, un être humain, un animal social quel qu'il soit, c'est être un vecteur de reproduction d'informations. On partage de l'information. Notre rôle, c'est de contribuer à révéler l'étendue du stress territoire, ressources, reproduction, qu'induit ce phénomène de regroupement de population, ces phénomènes de colonisation de territoire, ces phénomènes de violence, de les révéler, de les montrer, de les dévoiler, de continuer à le faire, et ainsi de faire monter, je dirais, les réactions immunitaires, le comportement, l'immunologie générale de notre population. Ça n'est pas, malheureusement pas, en tout cas, par de l'idéologie ou une métaphysique ou une idéologie de combat, malheureusement, qu'on peut soulever une population entière. Ça ne veut pas dire que des minorités dotées d'une
d'une idéologie de combat, d'une pensée, des activistes politiques au bon sens du terme, ne soient pas capables de jouer le rôle d'aiguillon décisif pour être capable de le faire, mais avec pragmatisme, et certainement pas en essayant d'imaginer convertir les gens en leur faisant lire et apprendre par cœur les 2 derniers livres de Dominique Vénère. C'est donc dans la perspective qui est la mienne, c'est parce que des minorités agissantes qui sont dans la droite file, notamment, je parlais de Dominique Vénère, qui était pour qui j'avais un immense respect, j'ai toujours d'ailleurs un immense respect, c'est parce que des hommes et des femmes formés par d'autres et conscients des enjeux, mais aussi suffisamment pragmatiques pour comprendre que les problèmes ne se résoudront pas à coup d'articles ou d'arguments idéologiques, mais que l'histoire est ouverte à ceux qui veulent la faire, c'est-à-dire à ceux qui raisonnent en puissance plutôt que raisonner en abstraction. Ce que je fais beaucoup depuis le début de cette émission, j'en conviens. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne retournerons pas les populations, nous ne changerons pas le destin notre destin commun avec simplement des arguments idéologiques, mais simplement aussi en ayant, au moment crucial, au kairos, à l'instant présent, au moment où les choses peuvent se décider, basculer, le bonjour, ni le lundi ni le mardi, mais le mercredi, parce que c'est le moment, à 10h, c'est là que le téléphone sonne, qu'un nouveau paramètre rentre en ligne de compte, que les choses sont prêtes et que l'action est possible. Ça se débloque. Et que ça se débloque. Et parfois, ça sert à rien de s'énerver avant. Parfois. Donc, il y a des choses à faire aujourd'hui, il y a des tas de mouvements qui font des tas de choses, je ne vais pas porter un jugement là-dessus, parce qu'on va encore me dire que, bon voilà, donc pas porter de jugement sur ce qui se fait actuellement, ce qu'il faut savoir, on pourra y revenir quand même, parce qu'il y a des lignes, il y a des lignes qui sont intéressantes dans leur diversité. Oui, c'est pas faux. Mais ce qu'il faut savoir, ce que je crois aujourd'hui indispensable, c'est que dans toutes les forces qui sont susceptibles de contribuer à produire des élites, c'est-à-dire des hommes de décision, dans les situations polyconflictuelles que nous allons affronter à l'avenir, eh bien que dans ces élites-là, des hommes aient déjà anticipé, déjà en quelque sorte une cartographie en tête. J'exagère un peu, mais presque. C'est-à-dire qu'ils aient déjà très clairement en tête cet instant, ce moment où les choses commenceront à devenir possibles, les lignes de force et les méthodes d'action et les directions à prendre. C'est alors, lorsque l'instant sera prêt et que les hommes, les bons hommes, les hommes formés, les hommes prêts, les hommes formés seront là en ligne et en capacité d'agir, qu'alors l'histoire pourra se faire. Trépigner en attendant, c'est triste malheureusement, on a parfois que ça à faire, et puis on peut avoir des fourmis dans les jambes aussi, c'est malheureusement souvent inutile. Je crois qu'il est indispensable de se former, d'élargir nos sociologies, c'est-à-dire de créer de mettre en situation de se relier aux autres, de créer des sociologies de combat, c'est évident, toutes leurs formes, mais surtout d'anticiper. Anticiper. C'est en tout cas le travail qui est le nôtre. Est-ce qu'une des conditions, et qui rejoint celle que vous venez d'évoquer, Laurent, à la fois donc le bon moment et puis aussi surtout la formation, n'est pas d'être convaincu, et là aussi je sais que c'est une question épineuse parce que très souvent c'est un argument qui nous est renvoyé, dire non mais ça n'a jamais eu lieu. Si, ça a eu lieu. On a déjà des remigrations sur des délais historiques courts qui ont été des succès et qui globalement montrent que globalement c'est possible. Et déjà là, le fait de se dire c'est possible, ça donne déjà une partie de la clé, une partie de la solution. Oui, alors c'est pas non plus parce que c'est possible que ça le sera, mais effectivement, le bobard général consistant à nous expliquer que c'est inéluctable, fatal, etc., tout ça est faux. Ceux qui pensent là sont dans l'erreur totale. L'histoire, démontre en permanence le contraire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Regardez les mouvements de population entre l'Algérie et la France il y a maintenant une 50aine d'années, et vous vous apercevrez que des hommes et des femmes ont fait un mouvement extrêmement précipité de l'Algérie vers la France en l'espace de temps très court, avec des moyens de transport qui n'étaient pas aussi évolués que ceux dont nous disposons aujourd'hui, et dans des conditions matérielles qui étaient plus que problématiques, pour ne pas parler des conditions humaines, voire humanitaires, qui elles étaient pour le moins déplorables. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que, en clair, si la remigration est matériellement possible, elle est matériellement possible, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, ça n'est pas non plus la condition sine qua non pour qu'elle se fasse. Bien évidemment, il faut
un rapport de force, une tension particulière, un moment, et un rapport de force qui, à un moment, rende cette immigration possible. La difficulté de la nôtre, c'est que il ne s'agissait pas de lutter contre un État, il s'agissait pour les révolutionnaires algériens, les décolonisateurs de l'Algérie. L'Algérie est un territoire colonisé depuis 3000 ans, même depuis 4000 ans, qui était colonisé par Carthage, les Romains, les Carthage, les Romains, les Grecs, les Turcs, les Romains, les Arabes, enfin bref, etc. Et qui donc un peu plus tardivement par la France, mais j'espère qu'un jour ils se souviendront du fait que les colons, les gens qui les ont le plus durablement colonisés sont pas en France. En tout cas, c'est pas chez nous. Fin de la parenthèse. Je dis simplement que non seulement c'est possible, ça a été fait, mais ça n'est pas non plus la condition pour laquelle ça peut se faire. Une chose est sûre, c'est que si ça s'est fait, c'est parce que les moments étaient venus, que les lignes de force existaient, que les moyens de pression, la conflictualité existait et que le rapport de force était favorable. Le rapport était favorable non pas parce que on avait quelques mercenaires ou quelques résistants ou quelques massacreurs d'ailleurs dans les djebels qui se battaient pour leur pays ou pour l'idée qu'ils s'en faisaient, mais tout simplement parce qu'il y avait aussi des puissances extérieures qui venaient jouer leur rôle, l'URSS, les USA, etc. Il y avait aussi une élite politique française qui avait décidé manifestement de se débarrasser de ce territoire-là et des problèmes qu'il estimait de pouvoir en attendre. Bref, il y avait un contexte, et ce contexte était favorable. On ne reproduira pas exactement les mêmes phénomènes, mais que ceux qui m'expliquent que c'est matériellement impossible c'est absolument absurde. Bien. Ensuite, on pourrait parler effectivement des conditions dans lesquelles ça pourrait se résoudre. Ce dont je suis persuadé, moi, c'est qu'au-delà, je dirais, d'une situation de tension extrême et de montée progressive en tension, et du fait qu'existent des personnes ayant une vision claire et une vision nuancée simultanément, volontaire mais nuancée de la situation, soit indispensable. Je pense qu'il est indispensable aussi d'entrevoir pour une partie importante de ces populations des phases transitoires. Les phases transitoires, pourquoi est-ce que je parle de phases transitoires ? Je parle de phases transitoires parce que la stratégie de l'État qui nous gouverne et qui est responsable de cette politique d'immigration est une stratégie qui consiste à saupoudrer, à empêcher en quelque sorte les regroupements naturels des populations les unes avec les autres. Vous allez me dire, faut être on est contre le communautarisme c'est pas bien, etc. etc. Bien, vous pouvez annoncer, vous répétez 40 fois le communautarisme c'est pas bien, mais ce que veulent les peuples, c'est chercher toujours à se rapprocher des leurs. Vous prenez 50 Français dans une ville en Afrique en été, en hiver ou pour affaires ou autre, vous en retrouverez probablement 90% dans le même bar le soir en train de discuter, de taper le carton. Je vous donne cet exemple-là, que c'est valable pour l'Asie, pour l'Afrique et pour d'autres, parce que les gens vont toujours vers leurs semblables. Alors même que les Français, généralement, sont considérés comme plutôt individualistes. Donc ça donne une indication sur le niveau le niveau grégaire, en fait, des autres peuples. Et c'est pas nouveau, regardez Tintin, vous rappelez Voilà. Donc c'est normal et c'est logique. Donc les populations se regroupent autour d'elles et je dirais fabriquent des populations qui occupent des espaces, etc. Et ce que fait en fait l'État français, c'est de brasser cela, c'est de casser ça, c'est de diviser ça pour créer en permanence une sorte d'énorme zone grise à l'intérieur duquel ces différences, ces marqueurs de territoire ne puissent plus se faire sur des macro-régions capables d'une relative autonomie politique, capables d'une relative je dirais autonomie de subsistance, mais se fasse sur des échelles de terrain, sur des échelles de territoire, des infrastructures qui soient absolument incapables de quelconque force, de produire une quelconque force politique ou une quelconque autonomie politique. Je me permets de vous interrompre, c'est d'ailleurs un peu ce que certains attribuent comme rôle, entre autres à la décentralisation aussi. Ah oui, alors si on était parano, on pourrait dire que la décentralisation a été faite pour ça. Je ne suis pas certain qu'elle ait été faite que pour ça. Je pense qu'il y avait encore là, une fois, des faisceaux d'intérêts croisés, mais il n'est pas évident que ça fasse pas partie du jeu. Une chose est sûre, c'est que c'est bien ce qui est joué, c'est pas besoin de le dire, ça fait déjà des années qu'on peut le vérifier. L'étape intermédiaire dont je parlais tout à l'heure sera celle qui nous permettra de laisser
non pas de continuer à alimenter les flux migratoires, il faudra quand même contribuer en tout cas à les raréfier, pour ne pas dire déjà les inverser. Il y a peut-être des solutions temporaires pour cela, notamment par exemple la communautarisation des systèmes sociaux, qui permettrait à une personne qui travaille d'origine sénégalaise, qui travaille en France, de cotiser un système social des Sénégalais, co-géré avec le Sénégal, permettant de construire des infrastructures au Sénégal, et aussi donc de contribuer à faire de l'aide au développement dans son pays et non pas dans le nôtre, avec aussi la perspective pour lui de pouvoir profiter de sa retraite, de son travail et de ses cotisations en y retournant. Bref, donc ça c'est une parenthèse. Mais le moment venu, il sera utile de chercher à, en quelque sorte, je pense, indispensable, de faire cesser ce saupoudrage. Et de permettre, parce que vous savez, c'est un peu comme si vous mettez des graviers sur un tonneau, et que vous essayez de rassembler un moment ces graviers dans la précipitation, vous essayez voilà, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que voilà, si demain, en fait, quelque sorte, une guerre civile ou une situation conflictuelle apparaissait en France, il n'y aurait pas de boucle de conduction de stress, pas de possibilité de répondre et de chaîne de stress possible, parce que précisément les populations sont éclatées, mélangées, battues, recoupées, etc., etc. La condition de notre prise de conscience identitaire, de notre possibilité de revenir dans l'histoire comme des acteurs de notre propre histoire, c'est de ressouder les populations. Pour les ressouder, il faut les relier. Pour les relier, il faut leur donner la possibilité de coexister, c'est-à-dire de faire des choses ensemble. C'est bien de tenir de grands discours sur l'identité, mais l'identité ne se décrète pas. Et je le rappelle encore souvent, j'aime bien les métaphores, décidément aujourd'hui, je rappelle souvent que le robinet d'eau potable dans les appartements a probablement plus fait pour l'individualisme que toutes les thèses d'Adam Smith réunies. Et lorsque je dis ça... Vous pouvez y rajouter la télé, quoi. Si vous voulez. Mais je suis parti du robinet parce que ça avait commencé bien avant. C'est parce que les gens font des choses ensemble au quotidien qu'ils forment des groupes, qu'ils forment des conditions de stress, etc., etc. Et évidemment, notre système fabrique des contradictions, essaie de casser cette masse de population pour en faire quelque chose qui n'ait plus de forme, qui ne soit plus capable de se mobiliser, de réagir. Ça passe par la politique migratoire et la politique du territoire, ça passe par la fragmentation du corps social, ça passe par des campagnes visant en fait à provoquer des polarisations sociétales absurdes, comme par exemple les campagnes sur la violence conjugale. Je suis contre la violence conjugale, évidemment, je le précise parce qu'on va encore venir. Donc, mais, par exemple, quand vous voyez qu'en Espagne, alors que ce pays est en situation de quasi-insurrectionnelle, que vous arrivez dans les aéroports en Espagne, vous avez des campagnes d'affichage qui ont dû coûter des centaines de millions, vous voyez un homme et une femme en violence l'un contre l'autre, et un homme contre une femme plus exactement, vous vous dites curieux, un État avec un nombre de millions de chômeurs épouvantable, en situation qualifiée, etc. Campagne générale sur les violences conjugales. Bizarre. Eh bien, voilà le type même d'actions qui sont entreprises par les forces, par l'oligarchie, pour fragmenter le corps social, créer en permanence de la violence à l'intérieur de ce corps social pour toujours une chose, l'empêcher de se souder et de réagir. C'est donc le premier enjeu politique qu'il conviendra de restituer, recréer les conditions de la conduction du stress, c'est-à-dire de la conduction tout court, entre les hommes et les femmes de notre peuple, et pour cela, il n'est pas impossible que nous soyons amenés à envisager pour certains types de populations des phases transitoires de communautarisation, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles, comme notamment Frédéric II de Hohenstaufen l'a fait à une époque au XIIe siècle, mais ça s'est fait à d'autres périodes de la vie, que nous puissions être amenés à créer les conditions de regroupement volontaires de ces populations les unes avec les autres pour qu'ils leur permettent de pratiquer leur culte, de vivre selon leurs normes, etc. On ne leur impose pas des hommes gynécologues, etc. Bref, qu'ils puissent vivre selon leur culture et leurs normes, temporairement si c'est nécessaire chez nous, si on n'a pas d'autres possibilités, mais en tout cas que des politiciens au sang froid, et non pas à la conscience chaude, abordent ces questions-là avec pragmatisme et soient capables d'envisager une décomposition du mouvement inverse, alors que pour d'autres populations, ça ne sera pas utile. Si vous cherchez à ce que les Malinqués s'auto-organisent sur des parties de territoire en France, c'est mort, n'essayez même pas. Donc on n'essaiera pas. On n'essaiera pas. Par contre, il se pourrait bien que des hommes et des femmes sincères qui vivent chez nous aujourd'hui, qui ont parfaitement conscience de l'instrumentalisation qui a été l'immigration
contre les populations, comme l'a été la colonisation dans leur pays d'origine, et je pense notamment aux Kabyles, aux Berbères, aux personnes d'origine du Maghreb. Je pense que chez ces hommes et ces femmes-là, avec lesquels nous avons une histoire commune, avec lesquels nous avons des relations de longue date, certes parfois tendues, mais des relations tout de même, je pense que nous pourrons trouver en grande quantité chez ces hommes et ces femmes qui ont aussi engagé leur révolution conservatrice, c'est-à-dire des retours à leurs fondamentaux culturels et religieux, que nous puissions trouver chez eux, demain, des hommes et des femmes qui préfèrent en quelque sorte une vie commune entre eux, avec eux et avec leurs proches, selon leurs normes et sous leurs normes, et qui soient parfaitement capables d'entrevoir, si encore une fois d'autres conditions sont remplies, on les passera en revue après, conditions économiques, culturelles, etc., des phases transitoires de communautarisation qui pourraient être tout à fait intéressantes de mettre en œuvre, encore une fois, pas avec tout le monde, pas pour tout le monde, et pour des périodes de temps, des laps de temps courts. Vous avez bien conscience sur cette idée, sur cette proposition, que vous allez à contre-courant. Et bon, ça va hurler dans certaines chaumières, hein, je sais, chez certains auditeurs, mais vous le savez bien, amis auditeurs et auditrices, c'est une des fonctions de Méridien Zéro justement de vous pousser à envisager d'autres choses puis à réfléchir, mais que vous allez globalement à contre-courant d'une majeure partie justement des courants politiques, des mouvements politiques qui aujourd'hui en France éventuellement portent parmi leurs propositions politiques l'arrêt de l'immigration. Alors évidemment, je pense avant tout au Front National, là en l'occurrence. Mais pas seulement. Vous savez, moi, ce que pense une personne un jour peut changer le lendemain. Je vous dis, vous pouvez avoir de bonnes relations avec votre voisin, il écrase votre chien, 10 minutes plus tard, vous êtes prêt à vous entretuer sur la pelouse. Je prends cet exemple toujours stupide, mais qui fait très Simpson. Hein. Mais pour dire que peu importe la façon dont les gens le perçoivent, ce que je veux dire simplement, je ne dis rien d'autre que ça. C'est que, pragmatiquement parlant, il faudra envisager des solutions transitoires. Sauf si vous pensez, si quelqu'un peut venir me soutenir réellement, et j'accepte le débat avec quiconque sur cette question-là, qu'il est capable d'organiser le reflux de 12 millions de populations, de 12 millions de personnes d'origine extra-européenne, dans leur pays d'origine, dans un même mouvement, et sur une même période de temps. Je suis persuadé que ce scénario-là est un scénario qui n'est pas réaliste. Alors, si un jour ça se produit, on verra bien, mais je suis persuadé que ça n'est pas politiquement, ça n'est pas politique de penser comme ça. Et donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est chouette. On aurait tous préféré que ça n'arrive pas, et on aurait tous préféré que nos voisins vivent chez eux tranquillement, en bonne intelligence de leur culture et de leurs produits, qu'on ait tous de bonnes relations, et qu'on soit tous capables de se comprendre et de bien s'aimer, prendre des décisions raisonnables. Bon, le problème c'est que c'est pas le cas. Donc comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème quasiment criminel qui touche à notre existence même et à notre histoire? Eh bien avec pragmatisme. Je vais vous donner l'exemple que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, Frédéric II de Hohenstaufen, donc empereur du Saint-Empire romain germanique, en tension perpétuelle avec la papauté pour des raisons de pouvoir, la fameuse querelle de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel dans le Saint-Empire romain germanique, qui... Vous allez me dire, pourquoi il nous parle du Saint-Empire romain germanique pour l'instant? Ça n'a aucun rapport. Bah si, j'y viens. À cette époque-là, il existe des populations d'origine arabe, de culture arabe plus exactement, mais d'origine berbère, qui se déplacent en groupe sur toute la péninsule italienne et qui provoquent des razzias, des guerres, des conflits, des viols, des violences extrêmes pour l'époque, qui sont aujourd'hui totalement oubliées bien sûr, mais qui étaient extrêmement, voilà, un climat permanent d'insécurité, de tolérance, de violence, de guerre civile, qui bien sûr est un prétexte en fait à des conflits qui débordent sur le religieux avec notamment la papauté, puisque ce sont des populations musulmanes et en plus, qui sont en plus relayées par des pirates qui font régulièrement du prélèvement de population sur les côtes européennes pour alimenter des marchés aux esclaves dans l'Afrique du Nord. Je vous passe le contexte, tout cela est très tendu, et Frédéric II de Hohenstaufen, par rapport à ça, a plusieurs possibilités. Et il va choisir... pour pacifier en quelque sorte la situation en mer Méditerranée et amener les sultanats à lutter contre les pirates dans la mer Méditerranée, et donc pacifier en quelque sorte ces Rimlandes. Et en même temps, pour résoudre ce problème-là, tout en n'exacerbant pas ses relations avec la papauté, avec la communauté catholique à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique, va choisir en quelque sorte de donner un espace politique à ces populations pendant un laps de temps donné. C'est-à-dire qu'il va leur créer une ville, il va leur donner la possibilité de créer une ville, alors à l'époque, à l'échelle de l'époque, hein,
On ne parlait pas de dizaines de millions, mais les populations d'Italie n'étaient pas les mêmes non plus. En proportion, c'est pareil. Et donc, il va leur donner en fait des responsabilités, une place, une intégration sociale. Alors, certains vous diront que c'est du janissariat à l'envers, en quelque sorte, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a créé un corps d'armée spécifique pour eux, la possibilité pour eux de pratiquer leur culte, etc. Il leur a donné un espace. Je rappelle que l'aberration du multiculturalisme, c'est pas tant qu'on ne peut pas faire cohabiter des populations de sensibilités, de cultures et de religions différentes dans un même espace politique. Parce que ça, les empires peuvent parfois le faire pendant quelque temps. L'aberration du multiculturalisme, c'est que pour que des populations différentes puissent vivre sous un même ordre politique, il faut 3 conditions. La première condition, qui est la condition la plus importante, ce sont des territoires, c'est-à-dire des territoires sanctuaires dans lesquels les populations puissent vivre selon leurs normes et leurs coutumes propres et leurs règles. La deuxième condition, c'est qu'il existe un principe surplombant capable de les unifier. Et la troisième condition, c'est qu'il existe une force, c'est-à-dire une autorité politique dotée d'une force capable de maintenir ensemble des éléments disparates. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 3 conditions ne sont pas réunies. Elles ne sont pas réunies et c'est pour ça que ça va clasher. On le sait bien. Donc, une fois que vous avez mis cet élément-là de côté, que fait Frédéric II de Hohenstaufen? Donc, il va créer en quelque sorte une forme d'inclusion communautaire temporaire pour ces populations-là. Il va les fixer pour éviter qu'elles continuent à se balader sur l'ensemble de l'Italie, débordent parfois dans le nord, etc. Donc il va pacifier la région, il va leur donner un espace de temps, ça va faire gueuler. Alors il va se faire engueuler, des barons vont se soulever, patin couffin, mais il va imposer quand même sa décision. Il va créer un espace, leur donner en gestion cet espace-là, avec la possibilité de pratiquer leur culte, leur religion, à quelques dizaines de kilomètres de la cité des papes. C'était, pour vous dire, très compliqué de le faire à l'époque. Et il va leur confier une partie de son trésor, en plus, pour leur montrer qu'il a confiance en eux et qu'il les intègre dans l'ordre impérial en tant que communauté musulmane, etc. Évidemment, dans son esprit, c'était évidemment un caractère temporaire. Sa vie, d'ailleurs, a été transitoire. Il n'a pas pu aller au bout, mais son idée est évidemment, c'est ce qui va se produire plus tard, à la première situation de crise et de guerre civile rétablie avec les sultanats de l'autre côté de la Méditerranée. Et une fois ça, je dirais, ses flancs proches stabilisés, il prétextera un improbable retournement de cette population contre l'ordre impérial pour pour organiser la remigration de ces populations-là manu militari, remigration qui a été extrêmement rapide et extrêmement efficace et qui n'aurait jamais pu avoir lieu si, préalablement, ces populations ne s'étaient pas regroupées. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà, donc je prends cet exemple-là, qui était un exemple qui date du XIIe siècle, certes, mais on pourra en prendre d'autres, pour vous dire que de toute façon, aucune solution n'est envisageable à la remigration sans regroupement préalable, réorganisation de population préalable. Ça ne veut pas dire qu'on crée des regroupements et des camps et des machins, des prisonniers, ça ne veut pas dire ça du tout. Non, ce qui sera travesti par... voilà. De toute façon, les ennemis, quoi que vous fassiez, vous diront toujours que... Bon, bref. Donc, ce que je dis simplement, c'est qu'il faudra être capable de penser cette phase transitoire et que si des psychorigides sont incapables de l'envisager temporairement, si ces psychorigides, aujourd'hui, si ces psychorigides nous empêchent de mettre en œuvre des solutions politiques qui doivent contribuer à ce que nous solutionnions les problèmes, alors la responsabilité d'un homme d'État, d'un cadre politique, sera d'appliquer des mesures nécessaires, quoi qu'il en coûte, pour que l'aboutissement, la finalité de la politique et du programme que nous visons, c'est-à-dire recouvrer notre souveraineté sous nos terres, et ce processus de remigration aille à son terme. Bien, nous allons, après cette émission très très riche, pour le coup nous allons nous arrêter momentanément là, parce que finalement on pourrait, vous l'avez bien montré Laurent, il y a encore plein de choses à envisager, et du coup une deuxième émission sur cette thématique, mais évidemment en abordant d'autres points, sera absolument nécessaire. Et d'ailleurs on ne peut qu'inviter nos auditeurs, ils savent qu'ils peuvent le faire de façon intelligente sur le blog de Méridien Zéro. On ne peut qu'inviter nos éditeurs à réagir, bien sûr, à tout ce qui a été dit, ne serait-ce que pour pouvoir y répondre, entre autres, sur une deuxième émission qui sera consacrée à cette thématique, et que nous essaierons d'organiser le plus rapidement possible sur, en gros, les 3 ou 4 semaines qui viennent, qui se présentent devant nous. Voilà. Et donc, pour l'instant, du coup, je vous remercie. Je vous en prie.
Mais j'attends effectivement, parce que le débat est vraiment utile, j'attends les objections, commentaires de vos auditeurs, et puis effectivement, lors de cette deuxième émission, je tâcherai d'y répondre de façon argumentée. D'accord, tout à fait. Et donc, voilà, nous partons là-dessus. Pour l'instant, évidemment, vous pouvez retrouver bien sûr le podcast sur notre blog, et puis comme d'habitude, à la semaine prochaine, et puis surtout à l'abordage et pas de quartier.